Salut à tous et bienvenue dans l'épisode 17 du podcast Up and Thunder, le seul podcast français entièrement consacré à la franchise d'Oklahoma City. Très heureux de vous retrouver pour l'un des plus gros épisodes de l'année, l'épisode preview. La NBA commence dans quelques jours, il est donc grand temps de faire une preview très complète de la saison qui arrive. Avec moi aujourd'hui, comme d'habitude, vous avez l'habitude, maintenant il est là tout le temps, Constant, comment ça va ? Ça va super bien. Très content de faire la preview de cette première saison de tanking. Ça y est, on y est. De reconstruction. De tanking. Et ensuite aussi un invité que vous avez déjà entendu si vous êtes habitué du podcast, c'est Solal du compte OKC Thunderfra. Comment ça va, Solal ? Ça va extrêmement bien, très hypé par cette belle saison de tanking qui nous attend et ça fait toujours plaisir d'être invité. Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore un peu de hype, même si on risque de pas gagner énormément de matchs. C'est une chose on va qu'on rigoler. Discuter. Oui. Messieurs, on va pas perdre plus de temps parce que, comme d'habitude, les épisodes preview sont très denses. On a prévu pas mal de choses. On va bien sûr réaliser nos pronostics. On va décerner différents trophées via plusieurs questions que d'ailleurs j'avais pu poser sur Twitter et dont on a recueilli quelques réponses ou quelques tendances, si je peux dire. Mais je voudrais d'abord vous parler un petit peu de votre sentiment sur l'intersaison qui s'est écoulée et un petit peu sur la saison qui arrive. On en a déjà pas mal parlé avec Constant, donc je vais te donner la parole Solal. Tu viens de dire que tu étais plutôt hypé par la saison. Si tu devrais dresser un petit bilan à l'heure actuelle de comment tu te sens vis-à-vis de tout ce qui s'est passé ces dernières semaines et vis-à-vis de ce qui arrive, qu'est-ce que tu me dirais ? Ouais, plutôt hypé parce que on a eu une intersaison un peu, enfin même pas un peu, mais extrême où Presti a mené la barque et a fait un virage à quasiment 180 degrés et on est parti en plein dans la reconstruction, en plein dans les jeunes et enfin dans le sens où il y aura pas de doute, on sait ce qui nous attend pour la saison, c'est-à-dire des défaites et des jeunes et honnêtement pour une saison c'est pas dérangeant, ça fait limite plaisir, un peu de repos après toutes ces saisons où on devait assurer en playoff, etc. Une saison tranquille avant de repartir et puis voilà, ou juste on va vouloir regarder des jeunes évoluer. Après, ça va pas durer qu'une seule saison. C'est ce que j'ai relevé Bah aussi dans ce que tu aussi viens de dire. fort, enfin ça m'étonnerait qu'on fasse un tanking si franc plus d'une saison. Deux, minimum. Je suis pas convaincu, hein. Ouais. Ouais, ça commence, on est déjà pas Ça fait 2 minutes. Non, je rejoins un peu Constant dans le 2 saisons parce que tu risques de drafter, et on va y revenir tout au long de l'année, un très gros prospect cette année à la draft qui va forcément t'amener beaucoup de choses. Mais imaginons que tu perds les 2-3 vétérans qui te restent, typiquement Horford par exemple ou Hill. Ça sera peut-être dur d'être compétitif dès l'année prochaine. Bien que l'effectif risque aussi de beaucoup de changer parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont des contrats très courts. Donc je suis pas du tout sûr de la compétitivité l'année prochaine et je pense que Constant tu me rejoins là-dessus. Tout à fait. Moi, je suis pas convaincu non plus. Et je pense que c'est pas dans l'intérêt du Thunder de vouloir être compétitif dès l'année prochaine. Même si tu finis avec El Cunningham et le first pick, t'auras pas une équipe qui aura l'effectif suffisant pour pouvoir prétendre peut-être aux playoffs quand tu vois la densité qu'il y a à l'ouest. Donc je pense que ce soit Presti ou pour nous les fans, je pense qu'on doit plutôt s'attendre à 2 années minimum de reconstruction. Et au bout de la deuxième année, si tu arrives avec 2 pics vraiment intéressants, là tu pourras commencer à regarder, à te projeter plus haut. Mais cette saison, déjà c'est sûr ça va être du tanking cette saison, en tout cas des mauvais résultats. Et dans 2 ans, je pense que, enfin la saison prochaine, je pense que ce sera aussi du même acabit. On sera peut-être un peu meilleur mais pas assez bon. Tu seras Ouais, un poil voilà, c'est meilleur, mais ça. tu seras à 13-14 à l'ouest. Oui, mais c'est pour ça que je disais que je pense pas qu'on aura plus d'une saison de tanking franc, dans le sens où la saison d'après, on n'aura pas besoin de tanker, on aura juste besoin d'une année d'expérience en plus. En tout cas, c'est le scénario qu'on espère. Et c'est pour ça que là, cette année, c'est clair et net l'objectif. Alors que j'espère que la saison d'après, on pourra partir sur autre chose et ce sera simplement développer un jeu, etc. Et on regardera pas la draft comme on la regarde cette année où c'est l'objectif ultime. Moi, je pense que tu as encore besoin de tanker une année après
Ouais, c'est après possible. celle-ci. Ouais, je sais pas. Après, on parle de tanking, mais c'est juste qu'on sera aussi pas compétitif, hein. Non, mais oui, mais d'être en mode rebuild si tu préfères, mais Ouais, ouais. parce que quand tu vois ne serait-ce que la draft, les prospects que tu as à la draft dans 2 ans, je préfère faire une saison où on aura peut-être, allez, 3-4 victoires de plus maximum, mais par contre, dans une draft qui promet avec de gros gros talents, je préfère avoir un pick 2 qu'avoir un pick 7 par exemple. Et au bout de 2 ans, quand tu te retrouves avec, je sais pas, quelques Cunningham plus un joueur que tu as drafté encore dans le top 5, là pour le coup, tu as assez de talent pour te projeter vers plus haut. Après, il y a plusieurs choses. C'est que certains, je sais pas comment tu te places toi vis-à-vis de ça, mais certains sont plutôt contre le tanking parce qu'avec le nombre de tours de draft qu'on a, en fait, on peut s'assurer via trade d'être tout le temps très haut, j'ai envie de dire. Et donc, même en étant juste mauvais, mais pas dans les plus mauvais, on peut avoir des très hauts choix de draft. Comme tu l'as dit, moi, je suis plutôt ton avis qu'il faut quand même tanker. Il faut s'assurer que nos tours de draft soient très hauts, nos propres tours de draft, si je peux le dire. Et sur 2 ans, ne pas chercher à gagner de match forcément, développer les joueurs, parce que tu risques en fait d'être dans un entre-deux ensuite. Un entre-deux où tu as des stars, peut-être un gros prospect, mais qui est mal entouré, que tu n'as pas assez bien drafté autour pour l'entourer. Il y a pas mal de franchises qui sont dans ce cas-là et qui essayent de se placer là récemment. On peut parler de Minnesota, il y a Phoenix, on peut quelques parler de années. Minnesota, voilà exactement, c'est l'exemple que j'avais. Donc c'est un peu la situation à éviter, quoi. Je sais pas comment tu te places, Solal, toi, dans la timeline de cette reconstruction. Toi, ça serait plutôt de courte durée, du coup, peut-être. Bah, je sais pas. Après, j'ai un peu de mal à voir la NBA dans une dualité tanking finale, quoi. Honnêtement, moi, ça me dérange pas. Enfin, ça me dérange pas de faire une année de tanking là, et puis d'enchaîner 2, 3 ans où on est dans le ventre mou de l'Ouest entre, je sais pas, 7 et 12, et ensuite passer un cap. Enfin, je sais pas, à partir du moment où l'équipe elle est compétitive et elle propose quelque chose, et vu tous les assets qu'on a, on devrait arriver à cet objectif. Honnêtement, moi, en tant que fan, ça me dérangera pas, quoi. Du coup, tu privilégies la méthode Pistons depuis 10 ans, c'est-à-dire je draft en neuf et je tank jamais. Et du coup, je reste dans le ventre mou de l'Est et je vais en playoff une fois un peu par miracle, plutôt que de privilégier la méthode Sixers où je tank clairement, par contre, je me retrouve avec Ben Simmons et Joel Embiid. Ce qui n'a rien donné en playoff. Il faut quand même le remettre. Ils ont fait une demi-finale de conf, perdue en Game 7. Après, ils ont engagé le Tom Brandt. Oui, pour donner un peu de points à Solal, c'est que si tu arrives dans une place où tu es, comme il dit, dans le ventre mou à l'ouest, on va dire, allez, si tu es top 10, fin de top 10, si tu es 9, 10 ou 8, avec les assets que tu as, tu peux très bien aller chercher le joueur qui te manque pour passer ce cap-là, quoi. Oui, mais après, comme m'a dit Solal, tu sais pas de quoi sera faite la NBA dans 3 ans. Tu vois, là, déjà, juste de voir la prolongation de Paul George, qui indique plutôt clairement une prolongation de Kawhi aux Clippers, la valeur des pics de draft des Clippers, ils ont baissé, là, en 2 semaines. Alors que celui des Rockets, depuis un mois, ils font que augmenter. Donc tu sais pas de quoi sera fait. Et comme t'as dit, Pierre, il y a 2 minutes, nos pics de draft auront toujours plus de valeur que ceux des autres. Donc moi, je préfère ne pas laisser de hasard en pariant sur une équipe qui s'effondre. Et plutôt je suis plutôt dans le cas de figure de me dire, je contrôle mes pics de draft. Ouais, ouais, non, mais je suis d'accord avec toi, on a plus de contrôle sur ce qu'on peut faire nous, à moins qu'on trade pour Harden, accessoirement. On pourrait Non, jouer parce sur que ce le truc. 13, il est déjà réservé pour Frank Jackson, donc c'est pas possible. Oui, c'est vrai, ça on peut pas. Et je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de boîtes de striptease à Oklahoma, mais bon, c'est un autre débat. Il y a moins de Euh, rappeurs aussi. oui, pas de rappeur. Constant, pour resituer le débat, là on est déjà parti très loin dans un débat reconstruction qu'on a eu beaucoup de fois. Par rapport à la saison qui arrive, qu'est-ce que ça serait, toi, peut-être plus tes attentes, on va dire, sur le terrain, que ça soit vis-à-vis des joueurs, que ça soit collectivement. Je sais que tu es attaché, par exemple, sur la pré-saison à la défense, est-ce qu'on l'a pas vu pour l'instant? Est-ce que c'est peut-être ça que tu vas attendre, toi? J'ai 3 points. Défense, collectif, pace. Voilà. Parce que équipe de jeunes, donc pour moi c'est insensé de jouer demi-terrain. T'as intérêt à courir, quitte à ce que tes jeunes fassent des erreurs, mais ça je l'ai déjà dit. Tu cours, tu cours, tu cours. Si OKC est pas dans le top 10 des pace cette année, je vais m'énerver.
De deux, un jeu collectif en attaque. Ce qu'on a vu par séquence, qui était plutôt intéressant, mais ce que j'attends, parce que quand c'était Billy Donovan, même s'il y avait eu du mieux l'année dernière, c'était pas vraiment ça le jeu collectif. Non, mais l'année dernière, en plus, on avait tendance à dire que c'était mieux, mais il y avait le même taux d'ISO et de 1 contre 1. En fait, c'est juste que c'était plus partagé entre les joueurs. T'avais plus de passes, mais ton assist Oui, pourcentage était, était toujours, aussi bas. Ouais. était toujours dans le bottom 5 de la ligue. Donc voilà, un peu de jeu collectif, surtout parce qu'en dehors de Shea et un petit peu de Baisley, t'as pas de ball handler, si t'as George Hill quand même, mais t'as pas non plus des ball handlers extraordinaires qui sont capables de se créer leurs tirs par eux-mêmes. Donc pour avoir des tirs ouverts ou pour avoir des spots intéressants, bah, faut passer par un jeu de passe, faut passer par des systèmes. Et puis de la défense, Marc Daigneault avait quand même dit, quand on a fait son profil, et même quand les insiders de Casey ont fait son profil, disaient que c'était plutôt un coach défensif dans la droite lignée de Billy Donovan. Sur les matchs de pré-saison, j'ai vu des choses intéressantes lors du match face aux Spurs. Le deuxième match face aux Bulls cette nuit, la première mi-temps était plutôt intéressante, mais le reste, ça défend pas des masses. Donc je pense qu'une équipe, à partir du moment où tu la fais bien défendre, t'as une base sur quoi tu peux te projeter. Une équipe défensive va toujours... je préfère avoir une équipe solide défensivement pour commencer qu'une équipe solide offensivement, mais par contre qui laisse passer tout le monde en défense. Après, c'est un avis que beaucoup ne partagent pas, surtout dans la NBA d'aujourd'hui. Mais voilà, les points que je veux voir, c'est vraiment de la défense, du collectif et de la pace. Je suis pas forcément complètement dans ta politique de défense d'abord, etc. Mais je pense que ça sera très important l'année prochaine d'en avoir une cohérente et un minimum efficace parce que on l'a vu, tout le monde est plus à l'aise dans les matchs de pré-saison quand ça se met à défendre un peu, à courir. Tu l'as dit, pour mettre de la pace, il faut gagner des ballons, il faut tout de suite relancer le jeu. Et c'est ce qu'on a vu qui semblait se dégager. Après chaque rebond, t'avais un Baisley, voire un Poku, voire un Shea qui allait relancer le jeu, qui cherchait en transition des solutions ou des 1 contre 1 ou qui sont beaucoup plus avantageux. Et dans une équipe où tu manques peut-être un peu de talent offensif, tu auras besoin de ça en fait pour mettre en valeur tes joueurs, pour enlever cette création qui est diminuée par rapport à l'année dernière où on joue avec 3 meneurs bien souvent. Juste pourquoi je privilégie la défense, parce que si tu défends bien, t'as plus de chances de marquer un panier en contre-attaque. Si tu défends pas, tu te retrouves à faire que des remises en jeu avec une défense adverse qui a eu le temps de se replier, et ça, tu vas galérer en attaque. Que si t'arrives à défendre, si t'arrives à faire des stops, c'est ce qu'on a vu, moi je pense au premier match face aux Spurs, où c'était flagrant. À partir du moment où on a réussi à faire des stops défensifs, bah, tu te mettais à courir et t'avais des paniers qui étaient plus faciles. Donc voilà pourquoi je mets en avant cet aspect défensif. Voilà, là-dessus, je te rejoins complètement. Moi, ce que j'attends de la saison, et peut-être plutôt du coach, du coup, c'est des tests. J'ai envie de voir beaucoup de choses. J'ai envie de voir du Shea à la main à plein temps. Bon, c'est ce qui va arriver. Mais j'ai envie de voir des line-up avec très petits. On a déjà pu le voir sur le début de pré-saison avec du Malédon, Shea, Hill qui sont associés. J'ai envie de voir du Baisley en 5, par exemple. J'ai envie de voir plein de choses, en fait. J'ai envie qu'on voit ce dont sont capables les joueurs. Il y a un groupe qui est très polyvalent. On peut citer Baisley, Shea qui peut jouer plusieurs postes, Poku dans le futur pourra jouer beaucoup de postes sûrement. Il y a beaucoup de joueurs qui ont ce profil-là, qui sont très polyvalents et qui peuvent défendre plusieurs postes, attaquer sur plusieurs postes. Et il faut en profiter pour tester et éventuellement dans le futur prévoir ce qu'on peut faire. Quand tu arriveras par exemple à trader Kate Cunningham, lui aussi est très polyvalent, tu drafter. Oui, à drafter Kate Cunningham. Tu pourras beaucoup mieux imaginer si tu as déjà expérimenté un petit peu toutes ces choses, comment l'utiliser, comment il pourrait s'insérer dans l'effectif, plutôt qu'en conditionnant tous les joueurs à un rôle qui sera peut-être pas le leur dans le futur et il faudra qu'ils s'adaptent à nouveau. Moi, c'est vraiment ça que j'ai envie de voir. J'ai envie de voir. Après, il y aura des réussites et des gros échecs. On l'a vu ce début de pré-saison. Mais il faut que tu profites de cette non-compétitivité, cette non-pression de résultats pour tenter pas mal de choses. Que ça soit du Horford en 4, je m'en fiche, ça sera pas efficace, mais que tu tentes pas mal de choses en fait, aussi simple que ça soit. Solal, toi, est-ce que tu as listé peut-être quelques petits points que tu vas observer cette année? En tout cas, je te rejoins sur le fait que pour le coup, l'année qu'on a là, faut qu'elle serve à expérimenter des choses et on espère que Degno
va essayer et donner sa chance un peu à tout le monde, essayer plusieurs line-ups. Et il y a un point que tu as abordé qui m'intéresse pas mal, c'est comme tu as dit, on a plein de joueurs qui peuvent jouer plusieurs postes. Et j'aimerais vraiment qu'il essaye de s'inspirer un peu de ce qu'a fait Brad Stevens, où tu dis qu'il n'y a pas de poste, mais juste des porteurs de balles différents, etc. Et en fait, quand tu regardes l'effectif, c'est pas qui peut porter la balle, c'est qui ne peut pas porter la balle. Parce que entre SGA, Hill, Maledon, Jackson, enfin Frank Jackson, même Justin en soi, Diallo, Baisley, Dort, même Poku, on a vu des flashs. Et Horford, quand il joue en pivot, qui est un peu le meneur finalement. Donc ouais, ça va être très intéressant de voir comment il va faire ça et à qui il va donner les responsabilités d'organisation aussi. Donc ouais, surtout ça qui va m'intéresser. Après, tu parlais du modèle de Boston et de porteurs de balles. Les porteurs de balles à OKC, c'est pas Non les mais mêmes que ceux de évidemment, Boston, hein. évidemment. Pas T'as, encore. t'as- t'as dit que, t'as quand même dit que Diallo pouvait porter la balle, donc Non, il- enfin, c'est pas efficace, mais en soi, il peut, Oui, il le fait. oui, Donc, il il peut. peut. Mais quel joueur dans ton effectif est un ball handler primaire, entre guillemets, ou qui est capable vraiment d'organiser une attaque en tant que ball handler dans cette équipe? Au final, t'en as bah, pas tant que ça. SGA, Baisley, Maledon de ce qu'il a montré, George Hill. Et George encore, Hill, George Hill, c'est plutôt, clairement. moi je le mets plutôt en second. Comme chez avant, mais il va se développer en un. Mais moi, Hill, il est parfait en second ball handler. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que si t'as Shea qui est pas sur le terrain, George Hill est quand même capable de t'instaurer un Oui, système en oui, attaque. oui. Mais le seul dépositaire d'attaque, voilà, moi je vais plutôt le définir comme ça, c'est chez. Après, les autres sont plus, oui, des gestionnaires. Malédon, Hill, je vous rejoins là-dessus. Baisley, il y a du taf. BSG, il y a des progrès, Ouais, mais on verra au fil après de c'est la saison. intéressant. Ça serait intéressant de profiter de cette saison donc de tank pour voir ce que peut donner Baisley. Est-ce qu'il peut prendre une vraie dimension de porteur de balle ou est-ce que bah finalement il va devoir se cantonner à recevoir la balle et se lâcher ou alors tirer en catch and shot. Donc voilà, ce serait intéressant. Faites déjà la preview de Baisley. Non mais alors, ouais, si je peux juste rajouter un point sur lequel on peut attendre cette saison, au-delà du coaching, c'est que comme vous l'avez dit, c'est une saison de test, et sur ce point-là, je vous rejoins complètement. J'élargirais juste le propos en disant, cette année, on a quasiment que des jeunes, et cette saison de reconstruction, parce qu'on va pas employer le mot tank, on va être nul, point barre, cette saison de reconstruction peut nous permettre, au-delà de tester des line-up, de voir quels joueurs tu vas pouvoir garder dans ton effectif pour les prochaines années. Parce que sur tous les jeunes que t'as, t'en as qui vont jouer cette saison, mais dont tu te rendras compte qu'ils n'ont pas un plafond si haut ou qu'au final ils feront pas l'affaire. Au final, cette saison va peut-être te servir de tri pour les joueurs qui seront potentiellement présents dans ton effectif les futures années. Ah là, bah là, je suis complètement d'accord. C'est pour moi l'objectif numéro un même de cette saison collective, c'est mettre des certitudes sur des joueurs dont on n'en a pas depuis longtemps en fait. Il y a des joueurs qui viennent d'arriver, il y en a qui sont là depuis quelques temps, mais on sait toujours pas ce qu'ils vont donner, on va les aborder après. Qui sera dans le futur de la franchise, qui rentre dans la timeline. On l'a dit, tout le monde est à peu près jeune et tout le monde est susceptible de rentrer dedans. Et à différents niveaux, est-ce qu'ils en sont capables en fait. On va par exemple parler d'un Dort, qu'est-ce qui peut être le role player du futur? Est-ce que Shea peut être le lieutenant ou voire le numéro un s'il est vraiment fort du futur? Est-ce que Baisley, qu'est-ce qu'il va devenir? Enfin, il y a pas mal de questions sur ce niveau-là et c'est vraiment peut-être la chose à observer cette saison, c'est comment on pose des certitudes sur les joueurs, comment on les définit en fait dès maintenant. Alors, sur cette saison, ils vont sûrement avoir des responsabilités qui dépasseront peut-être celles du futur. Ce sera sûrement du dépassement de fonction, que ce soit en termes de création, en termes du nombre de tirs, peut-être en termes de minutes. Mais c'est ce qu'il faut en fait pour analyser les joueurs, je pense. Oui, parce que pouvoir les observer pendant une vingtaine de minutes, ça te donne plus de satisfaction. Enfin, si tu les vois jouer pendant 20 minutes, tu sais que dans 2 ans, ils pourront faire la même chose sur 12 ou 13. Parce que tu auras justement eu un échantillon plus grand pour pouvoir analyser ce dont ils sont capables. Ouais, et puis c'est, enfin, je vous rejoins, c'est que
limite, l'objectif numéro un de Dano, ça va être d'instaurer une culture, parce on a tourné une grosse page avec le départ d'Adams et Robertson. Enfin, on a dit totalement au revoir au passé, sauf on n'a plus aucune base, on n'a plus aucune culture particulière dans le jeu en tout cas. Et du coup, le but, ça va être de créer ça, de créer un vrai collectif, et c'est ça le but d'une reconstruction. Alors on n'a plus, tu vois, on n'a plus d'identité de terrain. Ça, je suis complètement d'accord avec toi. On n'a plus de façon de jouer au final qu'on fait depuis la création de la franchise, presque, j'ai envie de dire, même avec différents coachs. Par contre, je pense qu'on a une identité d'organisation, de franchise qui est assez forte. Tu vois, où Ouais, c'est pour ça que j'ai bien précisé dans le ouais, jeu. ouais. Mais parce que, et ça, je pense que ça servira du coup de cadre à tous ces nouveaux joueurs, aux jeunes, et ça se transposera sur le terrain. On sait que ça sera toujours des équipes, normalement au KC, qui sont plutôt accrocheuses, qui sont pas forcément tournées vers l'attaque. Là, on va contenter Constant un petit peu, mais c'était souvent le cas ces dernières années. On est d'abord dominant défensivement. Enfin, il y a pas mal de choses comme ça qui, je pense, se transposeront dans le futur. Je pense qu'on est dans une situation comme était le Heat juste après le départ de Dwayne Wade, donc c'est 2016-2017, où t'as des vétérans, où t'as des jeunes à potentiel, où t'as tourné une page, puisque en une intersaison, le Heat avait perdu Dwayne Wade et Chris Bosh, donc pour le coup, ils avaient tourné une grosse page. Et ils se retrouvaient dans une situation où il y avait Eric Spoelstra, ce qu'on n'a pas au Thunder, mais c'était la culture du Heat qui a permis aux jeunes de se développer et qui a fait que cette culture a donné envie, par exemple, à Jimmy Butler de venir signer chez eux. On est dans une situation où tu viens de tourner une page, tu viens de tourner une grosse page dans l'histoire de ta franchise. Par contre, même si tes joueurs cadres sont partis, ta culture est encore là. Ouais, c'est très bien résumé mon avis, mais après, on va pas comparer les deux équipes, mais on a peut-être moins de vétérans, peut-être plus de jeunes, mais peut-être moins de talent, enfin il y a pas mal de choses, mais dans la comparaison est plutôt viable, je pense, de ce que tu viens de faire. Les gars, je pense qu'on a fait un petit point là, collectif sur ce qu'on attendait, notre sentiment. On va aborder maintenant les gros joueurs, ceux qu'on va regarder surtout cette saison, peut-être nos incertitudes, ce qu'il va falloir analyser. Il y en a déjà qu'on a déjà cité pas mal. Le premier qu'on doit discuter, c'est bien sûr celui qui va avoir le rôle le plus prépondérant dans la franchise l'année prochaine, c'est Shai. Solal, qu'est-ce que tu attends de Shai l'année prochaine et est-ce que tu crois par exemple en lui en tant que dépositaire du jeu d'OKC, en tant que premier ball handler, scoreur principal, enfin il va avoir un peu toutes les responsabilités je pense. Ce que j'attends de lui, c'est qu'il prenne sa saison rookie, qu'il prenne sa saison sophomore, qu'il additionne les deux et que ça fasse sa troisième saison. Parce qu'on l'a vu dans deux rôles très différents, même si il y a des éléments qui étaient les mêmes évidemment. Chez les Clippers, c'était le meneur, même si il portait pas tout le temps la balle, mais en tout cas son rôle sur le terrain, c'était de défendre et d'organiser le jeu quand il avait le ballon. Et puis ensuite, il est arrivé à OKC avec Chris Paul à côté, donc évidemment, il n'avait plus à faire ça. Mais maintenant que Chris Paul est parti, et maintenant qu'il a pris cette dimension de scoreur et d'option numéro un incontestable, en tout cas à OKC, offensivement, va falloir réussir à fusionner ces deux choses. Et s'il y arrive, ça peut amener un joueur encore plus impressionnant que ce qu'il nous a montré. Mais ouais, j'attends. En tout cas, je pense que la plus grosse attente sur SGS cette saison, ça sera clairement son adaptation au poste de meneur de jeu, ou en tout cas organiser l'attaque. Oui. Non, je suis d'accord. T'as Après, pas l'air convaincu Constant là. si, je suis d'accord. Après, moi, sa saison au Clipper, je maintiens que c'était pas, il jouait pas en tant que meneur, il jouait en tant que deux. Parce que quand t'as Lou Williams quasiment tout le temps à côté de toi, t'es pas meneur, tu joues pas meneur, tu joues deux. Ouais, mais Lou Williams, c'est pas un meneur non plus. Non, mais c'est un ball handler, par contre, lui, dans le genre primaire. Ce que je veux dire, c'est qu'il avait pas tant de responsabilité à la création que ça aux Clippers. Il en avait plus que l'année dernière, je suis d'accord, mais c'était pas lui le créateur numéro un de cette équipe des Clippers. Mais ça, c'est autre chose. Le point sur lequel, personnellement, j'attends le plus chez, c'est même pas tant une éventuelle adaptation au poste de meneur, c'est surtout j'attends de voir comment il va se comporter. Est-ce qu'il va apprendre à bras le corps
ce rôle de leader de cette équipe de OKC, ce qu'il est, c'est le joueur sur lequel on parie le plus. Est-ce qu'il va potentiellement endosser ce rôle de leader, c'est-à-dire même s'il a 21 ou 22 ans, est-ce qu'il va être capable de motiver ses coéquipiers? Est-ce qu'il va vraiment en prendre certains sous son aile? Je ne sais pas, mais est-ce qu'il va vraiment se comporter en tant que leader de cette équipe? Ou est-ce qu'il va faire des stats un petit peu dans le vide? Alors des stats qui seront très bien, mais au final il va un peu tirer la tronche et il va pas avoir le meilleur comportement possible. Ça c'est le premier point et peut-être le plus gros point sur lequel je l'attends. Après le deuxième point sur lequel j'attends Shai, c'est potentiellement une progression en défense. On l'a vu l'année dernière lors des playoffs, en défense c'était correct, mais c'était pas non plus extraordinaire, et même tout au long de la saison régulière c'était un tout petit peu plus qu'average, mais c'était pas non plus formidable. En pré-saison, on a vu sur ces 3 matchs, sur le peu de temps qu'on a vu chez, on a vu une certaine progression en défense. J'attends de voir si il va être capable, puisqu'il aura un gros rôle offensif, s'il va être capable de garder autant de régularité dans son intensité en défense et dans son investissement en défense. Bah, je pense que vous avez raison dans les attentes qu'on a et c'est un peu ce que tout le monde partage. Moi, où je vais plus le regarder, c'est dans son côté création que vous avez déjà mentionné. C'est comment il peut créer pour les autres, parce que je pense qu'il est presque déjà élite pour se créer des drives, pour se créer des situations, notamment à mi-distance où il peut tirer. Il est en train de développer un step back qui devient de plus en plus efficace et fluide. Il a essayé d'étoffer physiquement, il résiste mieux au contact là, de ce qu'on a vu en pré-saison. Défensivement, comme l'a dit Constant, on sait qu'il avait un gros potentiel et là, il semble prendre un peu à bras le corps un peu ce rôle-là. Après, sa prise de masse musculaire aide bien à mieux défendre. Complètement, mais tu vois, sur 2-3 actions où hier il défend plutôt bien Kobe White, il enlève la chaise quand il drive, il va chercher un entre-deux. Il y a pas mal de situations qu'on voyait moins l'année dernière et là il se montre quand même beaucoup plus intéressant et plus concerné, j'ai envie de dire. Mais c'est bien sûr moi ce côté créateur que je vais regarder, c'est est-ce qu'il est potentiellement un premier créateur pour une équipe, est-ce que ça sera un prime avec un autre 1, tu vois, Cunningham, Shai, comment ça peut marcher par exemple. Et du coup, comme je prévois un article preview que je tease déjà, je suis allé voir un peu les stats, et j'avais plusieurs stats qui sont passés, c'est que l'année dernière, il a joué que 135 minutes sur la saison, sans Schroeder et sans Chris Paul, donc en tant qu'unique ball handler, entre guillemets. Et statistiquement, en termes de chiffres purs, ça s'est plutôt bien ressenti, puisqu'il était environ à 24 points et 7 passes sur 36 minutes, donc plutôt cohérent. Mais on le sait, au niveau visuel, c'était pas forcément bon, notamment dans la bulle, si vous vous souvenez, quand Schroeder n'est pas là et Chris Paul est au repos, c'est pas bon. Dans la mise en place du collectif, c'était pas fou, d'ailleurs il avait un usage de plus de 33, ce qui est assez haut, on voyait qu'il avait du mal à mettre en place, c'était souvent juste un pick and roll où il essayait de relever après, il y avait des pertes de balles, et en plus son true shooting baissait de pas mal de points entre le moment où il était avec les autres meneurs et le moment où il jouait tout seul. Donc beaucoup plus de tirs forcés, de tirs compliqués. Donc moi c'est là-dessus que je vais le juger, c'est comment il arrive encore à se créer ses tirs à haut pourcentage où il est à l'aise, tout en mettant en place le collectif, parfois en s'effaçant pour mettre en valeur d'autres joueurs peut-être plus chauds, ce qu'il a très bien su faire pour l'instant en pré-saison. Il y a eu des matchs où il était très agressif, il voulait scorer. Le dernier match contre les Bulls, il est beaucoup plus créateur pour Horford qui est très chaud parce qu'il est un peu moins efficace. Je suis plutôt content de ce qu'il a montré pour l'instant sur son premier avis, et j'attendrai qu'il soit presque d'un niveau All-Star et qu'il ait son contrat max, sa prolongation max, on va dire, l'année prochaine. Je pense qu'OKC sera à même de lui donner s'il la mérite. Après, le vrai débat au final qui englobe tout ce qu'on dit, c'est chez poste 1 ou poste 2. Ouais. Et je pense que là, les avis divergent, parce que je sais pas pour vous, mais pour moi, chez c'est pas un poste 1. Moi, je suis d'accord après. Il pourra jouer poste 1 par séquence, mais il sera toujours meilleur en évoluant au poste 2. En slasher, moi je suis d'accord avec toi. Après, s'il peut être ce deuxième ball handler dominant et complémentaire du premier, tu vois, ça me paraît être la meilleure solution. Ouais, je suis d'accord. Mais tu vois, il pourrait faire comme Devin Booker ou comme Bradley Beal. T'es un 2 qui peut jouer sur certaines séquences meneurs, mais tu seras toujours meilleur en évoluant qu'en tant qu'arrière slasher. Et au final,
je pense que d'avoir... Alors c'est dommage parce que Ricky Rubio est reparti aussi vite qu'il était arrivé, mais d'avoir George Hill, sans trop se projeter sur George Hill, mais ça peut l'aider, entre guillemets, d'avoir un joueur plutôt compétent en tant que meneur, George Hill, qui va pas trop prendre la balle, d'avoir un petit peu, et même avec Malédon, les rares fois, enfin les fois, je vois pas pourquoi je dis les rares, mais les fois où il va évoluer avec Malédon, je pense que ça pourra l'aider à être plus slasher comme il était l'année dernière. Après, pour ce qui est de sa création pure et dure pour les autres, en pré-saison, là, sur les 3 matchs, effectivement, il y avait des moments où il était capable de servir le joueur chaud, mais c'est pas ce que j'attends le plus de lui. Je pense que j'attends beaucoup plus de le voir. Tu vois, Pierre, tu disais qu'il développait un step back. Moi, j'attends de voir chez moins systématiquement aller au drive et peut-être s'arrêter un petit peu plus à mi-distance ou un peu plus, prendre un volume un peu plus important à 3 points. Parce que il est rapide, donc forcément son premier pas lui permet de s'ouvrir l'accès au cercle. Mais j'aimerais bien voir une palette offensive un peu plus grande que ce qu'on a vu la saison dernière. Solal, comment tu te places toi dans un peu cette position de Shea dans le futur et peut-être du profil que tu aimerais voir à ses côtés? Je t'avoue que moi je suis fan du profil de Hill qui peut jouer off-ball et qui est très bon pour écarter le jeu, qui est très efficace de loin. Peut-être je préfère même peut-être Hill à Rubio, honnêtement. Je te rejoins sur la complémentarité entre SGA et Hill. Et sinon, pour revenir sur le débat 1-2, je vous rejoins tous les deux dans le sens où pour moi, c'est un 2. Il a montré la saison dernière que ça lui convenait parfaitement. Mais maintenant, ça n'empêche que cette saison, j'aimerais bien qu'il prenne ce rôle de 1 sérieusement et que ça amène, comme tu as dit, Constant, à un joueur qui a une dimension au poste 2 offensive qui est incroyable, mais qui par moment peut organiser le jeu et sait distribuer le ballon pour, euh, pour avoir en fait une attaque où peu importe ce qui se passe, on a une assurance. Et donc, c'est vraiment là-dedans que je vois SG évoluer. Ça peut devenir James Harden. Après, ce qui est intéressant, c'est que la politique de jeu de Denio, c'est positionless, donc sans position. C'est comme ça qu'a l'air de drafter le Thunder ces dernières années avec Bazley, avec Pokusevski. Et ça va être très intéressant de voir dans le futur comment tous, comme tu l'as dit, Solal, en début de podcast, ils sont tous capables de porter la balle un petit peu, tous capables de créer, tous capables de jouer des pick and roll aussi, balle en main. Donc je pense qu'il n'y aura pas peut-être de poste prédéfini et tout le monde sera capable d'être mis en valeur à différents moments. Bien qu'il faudra peut-être un poste 5 un peu plus stabilisateur, comme Horford peut l'être par exemple. Je trouve ça intéressant de voir comment tous évoluent dans cette voie-là et qui s'affirment vraiment comme un ball handler dominant. Mais du coup, je vous pose la question, vous préférez voir Shea à tourner à 26 ou 27 points de moyenne ou tourner à 6 ou 7 passes? Les deux. Oui, il va faire les deux. Calmos. Non, mais vous préférez le voir scorer first ou plutôt le voir jouer entre guillemets avec le frein à main et un peu plus penser aux autres? Cette année, c'est pas jouer avec le frein à main, mais non, mais en tout cas, se penser un peu plus aux autres au lieu de se focaliser quasiment que sur lui. Cette année, je préfère qu'ils soient en 23-6 qu'en 27-3. Je sais pas si c'est clair. Oui, si, ça va. Si, c'est clair. Solal, je sais pas ce que t'en penses, toi. T'as plutôt passeur ou plutôt... Non, franchement, comme tu as dit, dans tous les cas, il sera scorer first. Après, le but, c'est que justement, il arrive à être scorer first tout en étant capable de mettre le frein à main parfois et de penser un peu plus aux autres. C'est l'objectif. Si justement, ça se ressent qu'il met le frein à main parce que le coach lui a dit non, faut que tu distribues, faut que tu t'impliques dans ton rôle de meneur ou de porteur de balle en tout cas, c'est gênant. Donc, l'objectif, c'est vraiment qu'ils réussissent à allier les deux. Parce que tu vois, moi, pour le coup, vous connaissez mon amour invétéré pour les meneurs-passeurs, mais ça te fera peut-être une transition, Pierre, mais j'attends beaucoup plus de voir Bazley en tant qu'organisateur que Shea. Ah, c'est intéressant. Ouais. Du coup, oui, tu me fais la transition, parce que c'était le deuxième joueur qu'on voulait aborder, un peu le deuxième gros prospect d'OKC.
Qu'est-ce que t'en entends, toi, Constant, de Bezley? Du coup, un peu de création, ou de l'activité, ou du scoring, vers quoi tu te diriges, en fait? C'est quoi, pour toi, le plafond qu'il doit atteindre dès cette année, peut-être? Pour moi, son plafond, c'est, en termes statistiques, c'est du 16-17 points, 7-8 rebonds, 3-4 passes de moyenne. Et parce que moi, ce que je sais, effectivement, ça va être un scoreur first qui va être pouvoir capable de créer, mais ce que j'attends de Bazley, parce que je pense qu'il en est très, très sincèrement capable, c'est d'avoir un rôle entre guillemets à la Draymond, où ce sera peut-être pas lui qui créera tout en attaque, mais en tout cas où il sera beaucoup, beaucoup impliqué dans le processus de création en attaque, que ce soit dans les systèmes ou que ce soit même sans système, où c'est lui qui va essayer de trouver un joueur démarqué en spot-up. Ce que j'attends vraiment, c'est, alors effectivement, une progression dans le shoot, comme on avait pu le voir dans la bulle, une progression en attaque d'un point de vue individuel, mais collectivement, j'aimerais bien le voir beaucoup impliqué dans le processus en attaque du côté de Casey. Ouais, pareil. Ouais. Là, l'année dernière, dans la preview, on avait été très hypé par Bazley. Qu'est-ce que tu attends de lui cette année? Est-ce que tu es toujours aussi hypé? Est-ce que tu penses que ça peut devenir peut-être une seconde option du futur, une troisième option? Bah, je suis toujours aussi hypé parce qu'il a confirmé la hype. Et du coup, bah, en fait, moi, j'ai juste envie qu'il continue dans sa lancée. L'année dernière, il a montré par flash qu'il était capable bah, de prendre un rôle de vrai porteur de balle, mais en même temps qu'il était offensif, qu'il a confiance en lui, qu'il prend ses tirs, etc. Et moi, j'attends vraiment qu'il continue là-dedans, qu'il continue dans son énergie, défensivement de faire les efforts et même plus. Et donc, ouais, pour moi, la hype Bazley, elle fait que commencer. Et là, pour le coup, offensivement, Bazley, j'aimerais bien qu'il ait une vision entre guillemets analytique, ou qu'il fasse soit des tirs à 3 points ou des drives, parce que si tu regardes sa bulle et en particulier ses playoffs, il y a eu un changement dans sa sélection de tirs qui a fait qu'il était devenu beaucoup plus adroit, notamment à 3 points. Et je pense que Bazley, tu peux l'utiliser entre guillemets un peu comme Horford, où tu vas pas non plus lui demander de tout faire en attaque, mais tu vas pouvoir le servir à l'angle 0, tu vas pouvoir le servir à 45 degrés. Est-ce qu'il va être capable justement de son côté des flashs, de réussir à confirmer ces flashs qu'on a vus, comme tu l'as dit, Sola, la saison dernière? Moi, ce que j'en attends, je vais être peut-être un peu différent de vous. J'attends vraiment qu'il soit déjà all-around dès l'année prochaine. Un peu comme l'a dit Constant via les stats que tu as pu citer. Mais qu'il soit un peu partout dans l'activité. Qu'il soit au rebond, qu'il relance la balle. Qu'il soit au scoring sur des drives et un peu de tir en spot-up. Qu'il soit défensivement dans l'intensité, même s'il doit gagner en rigueur. Et c'est d'ailleurs ce deuxième point aussi, pour moi, sur lequel il doit vraiment progresser. Et là, ça va venir... je pense petit à petit, parce que c'était son année rookie, il n'avait pas joué l'année d'avant à NCAA, il était en stage à New Balance. C'est gagner dans la compréhension globale du jeu. Il a dit que le jeu se ralentissait petit à petit pour lui, donc il devenait de plus en plus fort. C'est un peu comme ça que les joueurs définissent quand ils progressent. J'aimerais qu'il ait un peu plus de compréhension globale. On voit que ça se développe, il a une bonne vision de jeu, mais collectivement, défensivement, c'est pas encore idéal. Il a des fois des petites sautes de concentration, que ce soit sur les écrans ou autre, qui peuvent être facilement corrigées. Je pense qu'il est largement capable de le faire, et que cette nouvelle intelligence de jeu lui serve à complètement excéder le plafond qu'il a pour l'instant. Il va s'étoffer physiquement, il va résister de mieux en mieux au contact sur les drives, ça fera une arme supplémentaire. Après, sur le côté analytique, Constant, je vois très bien ce que tu veux dire, mais il a un tir à mi-distance en feinte, tu sais, feinte de tir, je fais un dribble, je tire, ou après un end-off, par exemple, avec Horford en tête de raquette, qui reste intéressant. Alors, il va en prendre un ou deux par match, je suis d'accord avec toi, mais je pense qu'il faut pas non plus qu'il l'oublie complètement à la Rockets, tu vois. Non, faut pas qu'il l'oublie, mais faut pas qu'il le privilégie. C'est ça mon Ah oui, point. ça je suis d'accord. Tu sais bien que les analytics, je suis pas le plus grand fan de la vision full analytics. Mais quand tu parlais de ralentir le jeu, c'est justement le point que je voulais dire en disant d'avoir une sélection de tirs un peu plus analytique. C'est-à-dire que tu regardes le Bazley en début de saison, bah forcément il était un peu plus foufou, donc il prenait des tirs qui parfois étaient un peu suspects.
Et au fur et à mesure que la saison a progressé, il a commencé à voir le jeu se ralentir devant lui, donc justement, il a pris des tirs plus intéressants. C'est ça le point que je voulais avancer tout à l'heure. Ouais, complètement. On va enchaîner, parce que le temps tourne, on a pas mal de joueurs à voir en revue. Là, je vais aborder un peu un duo de jeunes joueurs, de 2 jeunes joueurs qui pourraient se greffer à ce noyau SJ et Bazley, mais qui pour l'instant ont du mal à confirmer. On est plus ou moins confiants et vous le verrez ensuite avec nos petits quiz. Il y a pas mal de gens qui doutent sur ces joueurs-là ou qui ont de l'espoir. C'est Dort et Diallo. 2 profils pas vraiment similaires, mais qui ont un peu la même problématique, le tir. Solal, ces 2 joueurs-là, cette année, est-ce que pour toi, il y en a un des 2 qui sera capable de s'affirmer, par exemple Dort, ou est-ce que par exemple un Diallo va pouvoir profiter de cette saison un peu plus de tanking pour se montrer avec plus de responsabilités? Est-ce que tu y crois un petit peu en ces 2-là? Bon, vous connaissez ma grande confiance en Diallo et honnêtement, ça fait un moment que j'attends plus grand-chose de lui. Donc je vais plus me concentrer sur Dort et là j'attends énormément de choses de lui. Est-ce que il va confirmer tout ce qu'il a montré l'année dernière ou même avant de confirmer tout ce qu'il a montré, confirmer au moins qu'il est capable d'assurer un rôle de poste 3, enfin le 3&D parfait. Et en fait, c'est vraiment, il y a un chemin qui est tout tracé pour Dort. Et la question, c'est est-ce qu'il va l'embrasser ou non? Parce que ce rôle lui va parfaitement. On l'a vu l'année dernière sur des séquences, il avait vraiment un niveau All Defensive Team. Donc, ouais, énormément d'attentes sur Dort parce que ce qu'il a montré l'année dernière, en fait, ça amène à attendre encore plus de choses de lui et voir si en plus il va réussir à se développer offensivement, ce qui serait idéal. Mais si déjà il arrive à garder le cap dans son rôle de 3&D, ça serait parfait. Pour revenir sur Dort, on parlera de Diallo en détail un peu plus, mais je trouve que enfin les gens, la fanbase de Casey a beaucoup trop d'attentes concernant Dort. Je sais pas d'où ça vient peut-être de son Game 7 ou je sais pas trop d'où ça sort, mais faut se rappeler que Dort, si tu regardes sa série de playoffs au-delà du Game 7, c'était pas folichon en attaque, hein. En défense, effectivement, il a fait un taf absolument monstrueux sur Harden, mais en attaque, regardez son Game 5 où il a pris des tirs historiquement ratés, j'ai envie de dire, où il avait des pourcentages très suspects. Cette saison, je pense pas qu'il va progresser, je pense pas qu'on doit espérer de Dort qui d'un coup franchisse un plafond offensif. Je pense que en défense, ça restera solide, même si effectivement t'as plus d'aussi gros défenseurs et t'auras peut-être une défense collective qui sera moins bien organisée que ce qu'elle était l'année dernière, mais ça restera quand même solide. En attaque, je pense qu'on en attend trop et que Dort, si tu l'utilises en joueur capable de couper, en joueur qui peut te poser des écrans par exemple, là pour le coup je suis d'accord. Si tu commences à espérer qu'il rentre ses tirs à 3 points à 36-37% au tir, je pense que c'est trop espéré de Dort, en tout cas cette saison. Non, je suis d'accord avec toi, Constant. Il y a peut-être eu trop d'attentes, et moi y compris, j'avais peut-être trop d'attentes parce qu'on a ce souvenir du match 7, parce qu'on a ce souvenir de certains flashs où il fait des bons matchs, où des fois il est adroit, où t'as l'impression qu'offensivement, ça va cliquer. Tu vois, des fois, même balle en main, il a fait quelques trucs. Tu te dis, dans une situation où il aura plus de responsabilités, plus de ballons, ça pourrait le faire. Mais de ce qu'on voit là déjà de la pré-saison et de ce qu'on peut imaginer, il y a peut-être trop d'attentes. Comme tu le dis, son tir, faudra être patient. Peut-être qu'il viendra jamais, hein. Ça arrive de plus en plus que certains joueurs n'aient jamais le tir qui suivent. Il a pas changé sa gestuelle d'ailleurs pour l'instant, donc moi j'ai pas vraiment espoir à ce niveau-là sur du court terme. Défensivement, ce que j'ai un peu peur, c'est que ça soit moins fort que l'année dernière, tu vois, et qu'il soit moins décisif du coup et qu'il perde un petit peu de valeur. Dans le futur, peut-être qu'il la regagnera parce qu'on sait le tout potentiel qu'il a, mais qu'au final, dans un groupe qui est pour l'instant plus tourné vers l'attaque, où tout le monde pourra un peu créer, tout le monde pourra un peu s'exprimer, lui il n'a pas les armes pour le faire, et défensivement, ça sera moins en place collectivement notamment, avec ce groupe-là je pense, et du coup,
il perdra de la valeur, il sera un peu plus en difficulté. On l'a vu par exemple sur les premiers matchs, il était un peu hors de forme, à voir comment il revient aussi, mais ce sera intéressant de suivre comment il arrive à se mettre dans ce groupe-là en fait, pour être la vraie ancre défensive, parce qu'on a pas mal parlé de Shea qui devait progresser défensivement, mais sur le papier, le meilleur défenseur, c'est lui, quoi. Après, t'as dit que Dort était hors de forme. Faut pas juger sur 3 matchs de pré-saison, Oui, je suis d'accord. sachant qu'il a très probablement eu le Covid. Ouais. C'est peut-être normal que tu sois un peu hors de forme quand t'as attrapé ça il y a 2 semaines. Non, là-dessus, Mais je suis d'accord, mais c'est que les attentes, du coup, enfin, peut-être le souvenir que t'en as correspond pas à la vision que tu as pour l'instant. Je sais pas si tu vois. oui, mais tu vois, le souvenir que les gens ont de Dort, c'est son Game 7. Sauf que, comme j'ai dit, avant son Game 7, il y avait tout le restant de la série. Et en défense, franchement, ça va. OKC a quand même des défenseurs corrects, surtout si chez franchit un step défensif. Peut te retrouver, je te dis, ton 5 majeur, où t'auras George Hill, t'auras Shea, t'auras Dort, t'auras Bazley, t'auras Horford, c'est capable de défendre hein, collectivement. Après, sur le banc, je suis d'accord, c'est beaucoup plus faible. Mais si Mark Daigneault arrive à instaurer un semblant de défense collective, Dort, il sera peut-être moins resplendissant que l'année dernière, mais je pense qu'il continuera à faire son taf quand même. Bah, non, mais sur ce rôle défensif, honnêtement, moi je suis d'accord avec toi dans le sens où je suis pas inquiet de un parce que comme tu as dit, la défense collective me paraît pas non plus horrible. Et puis pour moi, il a montré tellement de choses individuellement l'année dernière que je vois pas comment il pourrait tellement régresser sur ce point-là. Mais au-delà de ça, s'il arrivait rien qu'à embrasser un rôle à la Robertson, donc comme tu avais dit, avec des cuts, des backdoors, se contenter de petites choses comme ça, des écrans offensivement, et derrière se jeter corps et âme en défense, rien que ça, moi, pour un joueur non drafté, ça serait vraiment incroyable, parce que, enfin, on va pas refaire l'histoire, mais l'impact de Robertson, sa blessure, etc., il avait un rôle ultra important. Et si Dort arrive à ne serait-ce qu'approcher ce rôle défensivement et à compléter ça avec une attaque au moins intelligente, et on espère avec un tir, mais en tout cas réfléchir et apprendre à gérer les cuts, les backdoors comme avait appris à le faire Robertson, pour moi c'est là-dessus que j'attends qu'il évolue quoi. Pour revenir sur ce que j'ai dit en défense, je pense pas qu'il va être moins bon. J'ai vu qu'il sera moins mis en valeur dans peut-être la nouvelle manière de défendre et dans ce groupe-là. Je suis d'accord avec vous que le 5 majeur est potentiellement plutôt correct défensivement, mais globalement, si on inclut le banc, etc., je pense qu'il y a moins de talent. Après, j'ai peut-être tort, hein, je suis peut-être pessimiste, mais j'ai du mal à le voir Dort aussi décisif en défense cette année que l'année dernière. Regarde les écrans l'année dernière, les écrans, t'avais une bonne aide, mais la plupart du temps, Dort, il était incroyable parce que lui, pour le coup, écran ou pas écran, il en avait rien à faire, il passait Ouais, au je suis d'accord. travers, il Oui, passait je suis super bien à travers les écrans. J'exagère peut-être un petit peu aussi, c'est vrai. Non, je suis d'accord. Là-dessus, je suis Non, mais d'accord. je suis d'accord avec toi, il sera peut-être moins resplendissant, mais je pense qu'il va pas devenir average. Ah non, mais alors là, j'ai jamais dit ça non plus. Oula, il sera largement au-dessus de la moyenne et ça sera le meilleur défenseur de l'effectif. Mais comme tu le dis, c'est peut-être le mot que j'aurais dû employer, il sera moins resplendissant ou mis en exergue dans ce collectif défensif en fait. C'est peut-être ça. Voilà. Mais après, pour revenir sur un rôle plus offensif, ce que t'as dit Solal, loin de moi l'idée de revenir sur la blessure de Robertson, qui est un espèce de mythe que se sont créés les fans de Casey, mais alors qu'en vrai, c'était pas non plus si important que ça. Enfin bref, non mais oui, mais enfin c'est pas le débat. Mais en attaque, moi justement, ce que j'attends de Dort, c'est de faire entre guillemets ce que fait Robertson avec un poil plus de tir. Là où j'ai l'impression que ce qu'attendent les gens de Dort, c'est pas de faire des cuts ou de poser des écrans comme le faisait Robertson, mais vraiment de sanctionner avec régularité à 3 points. Et c'est là où je me dis que les gens vont être déçus. Parce que, pour le coup, en attaque, je pense qu'il est déjà meilleur shooter que Robertson. Tu regardes les pourcentages, même la gestuelle, c'est un peu mieux, même si c'est pas extraordinaire, c'est un peu mieux. Et là, pour le coup, le point sur lequel on devra le juger, je pense, c'est pas tant son évolution au tir, c'est sa capacité à, on l'a vu parfois durant la bulle, lors des playoffs à ce Rockets,
Quand il jouait 4, c'est parce qu'il posait un écran tellement il est tanké. Est-ce qu'il va être capable de faire des cuts backdoor? Moi, je pense que c'est sur ça qu'il faut le juger, qu'il faudra le juger la saison prochaine et pas sur une éventuelle progression au tir. Je pense qu'on se fixe trop sur des flashs, en fait, au niveau du tir. Oui. Mais je te rejoins là-dessus. Constant, je te laisse la parole du coup pour revenir sur ton petit protégé, Hamidou Diallo. Est-ce que toi, au moins, t'y crois? Parce que Solal, il croit pas. Moi, j'y crois pas trop, tu le sais. Est-ce que toi, t'y crois encore et qu'est-ce que t'en as pour attendre cette saison? Ça dépend de ce que vous entendez par y croire. Hamidou Diallo, ces matchs de pré-saison, c'est le problème d'Hamidou Diallo, c'est qu'il a alterné entre le bien et le moins bien. Son premier match face aux Spurs, il est en double-double, si je dis pas de bêtises. Plutôt propre au tir, avec un petit bout de shoot à mi-distance. Cette nuit, c'était pas dégueu, mais c'était pas extraordinaire non plus. Sauf que moi, personnellement, j'attendais plus de progression de la part d'Hamidou Diallo et j'en vois pas des masses. J'espérais déjà qu'ils prennent un peu plus qu'ils prennent un peu plus de tir extérieur, ce que je vois pas. J'aurais bien aimé qu'il progresse un peu plus en défense, ce que je vois pas des masses non plus. Si tu l'utilises en tant que ball handler, même s'il a pas aidé par les 5 de Mark Delnote, pour l'instant c'est pas flamboyant non plus. Mes attentes, c'est toujours les mêmes, c'est un peu plus de régularité, un côté un peu moins foufou. Mais je t'avoue que ce que je vois durant la pré-saison et ce que j'ai vu durant la pré-saison, ça me convainc pas. Mais après, ce ne sont que des matchs de pré-saison. Mais c'est pas fou. C'est pas fou. Je pense que les gens m'attendaient beaucoup, honnêtement. Et qu'eux, ils sont déçus dans la projection qu'ils faisaient de lui, notamment dans son année rookie, où t'avais des qualités athlétiques folles, une énergie folle, il faisait des matchs en 12-8 dans une équipe compétitive, et il en est presque encore à ce point-là. Même pas, mais enfin, il a limite régressé. Enfin, non, il le fait de manière plus régulière. Faut pas grossir le trait non plus, mais je veux dire, enfin, il a eu la chance d'avoir d'abord des minutes dans une équipe compétitive. Ensuite, l'année dernière, Donovan a continué à lui faire confiance. Et je pense que cette année, il aura encore la confiance. Mais je trouve que ça fait beaucoup de chance pour un joueur qui stagne, en fait. Et il n'y a pas beaucoup de joueurs. Enfin, c'est rare dans la ligue qu'un joueur ait autant d'occasions en ayant montré si peu de choses, en fait. Surtout que son profil n'est pas non plus incroyable. C'est pas comme si c'était un gars qui pouvait prendre feu et mettre 10 3 points. Enfin, son profil a vraiment rien de spécial. Donc je comprends pas pourquoi le front office insiste sur lui alors que y a pas grand-chose, quoi. Non, je suis plutôt d'accord avec toi. Après, je pense que son rôle a augmenté plus vite que ce qu'il n'a progressé. Et peut-être trop vite. Euh, Les attentes aussi. ouais, et les attentes aussi. Ouais, c'est peut-être comme ça qu'on va conclure. On aura l'occasion de reparler de Diallo dans nos futures catégories. Les derniers joueurs que je voulais aborder, là, il y en a encore 4 en fait. Il y a d'abord le petit groupe de vétérans. Horford Hill, on a pas mal parlé de ces deux-là. Honnêtement, au-delà d'un rôle de mentoring pour les jeunes, je pense qu'ils peuvent apporter sur le terrain. D'une part, comme on l'a dit, Horford, de mettre en valeur les guards, de permettre d'écarter le jeu, et Hill en tant que second ball handler. Est-ce qu'il faut absolument les garder toute la saison, Solal? C'est peut-être comme ça que j'ai tourné ma question, parce qu'on sait ce qu'ils vont apporter ces deux-là. Ah, pour moi, totalement. Ouais, ouais, ouais. À part, sauf si on a une offre vraiment qui pas non refusable, mais où vraiment ce qu'on récupère est beaucoup trop intéressant par rapport à leur valeur de mentoring, comme tu as dit. Pour moi, ce qu'on a vu avec Chris Paul l'année dernière, en fait, montre que ça vaut tellement plus d'avoir un an d'un vétéran, et surtout que ce sont des vétérans qui ont des profils intéressants. Horford, il est réputé pour être un joueur avec un haut QI basket, etc. Donc, je trouve que ce genre de profil, pardon, c'est vraiment extrêmement intéressant dans une équipe qui est remplie de jeunes et qui a besoin d'encadrement et qui a besoin de conseils même pour un coach qui a 36 ans, je crois. Donc, non, selon moi, il faut les garder. Et les garder, c'est tout sans face souci. Et ça sera même bénéfique, je pense. Et même pour leur valeur sur le marché à la prochaine intersaison. Donc, ouais, faut vraiment les garder, selon moi.
Je suis pas d'accord. Non, mais pour moi, faut séparer les deux cas de figure. Il y en a un où c'est George Hill, où t'as des jeunes à potentiel au poste 1 que tu peux développer avec Malédon ou avec Shea si tu veux le faire jouer poste 1, qui est un joueur qui a un salaire pas élevé et dont je suis quasi persuadé que tu peux récupérer un first round à la trade deadline. Et de l'autre côté, t'as alors Ford, qui est un joueur que j'adore vraiment, qui a un contrat sur 3 ans, qui a un contrat très élevé, qui pour moi peut encore plus mentorer les jeunes, en particulier Bazley, dont j'attends beaucoup. Bazley et Pokusevski d'ailleurs, dont j'attends beaucoup de voir comment ils vont évoluer sous le mentoring d'Alorford, et qui pour le coup est un joueur qui pour moi doit rester toute la saison. Là où si George Hill part à la trade deadline, ça va pas m'énerver outre cuisance. Je pense que Alorford doit rester, et vu son contrat, si tu veux récupérer quelque chose d'intéressant, tu dois le garder 1 an pour qu'il ait 1 an de moins sur son contrat. Là où celui de George Hill, le cas de George Hill, je suis moins convaincu parce que je pense que dès février, s'il reste dans les standards de George Hill, tu peux avoir une offre très alléchante directement. Un first et c'est bon? Ouais, un first. Ok. Ça me paraît Sans bien. pour autant perdre masse de mentoring. Ouais. Non, moi je rejoins plutôt Constant là-dessus, et on a eu l'occasion d'en parler dans plusieurs podcasts. Je pense que c'est vraiment Horford qui a ce rôle principal de mentor, qui risque de l'être sur peut-être plusieurs années, bien que Hill est parfait aussi dans ce rôle-là, mais il a une valeur largement supérieure de par son contrat, et de par peut-être aussi son poste, parce qu'il y a pas mal d'équipes qui seront à la recherche d'un guard capable de défendre, capable de tirer de loin de manière élite, capable de créer. Il a un profil qui va être très recherché à l'approche des playoffs pour des équipes un peu en difficulté et qui manquera à pas mal, je pense, d'effectifs. Même pour des contenders en tant que backup. Hein. Ouais, voilà, exactement. Ouais, qui jouera une vingtaine de minutes, voire un peu plus en playoff, et qui sera loin d'être négatif. Là où Horford, c'est capable de finir les matchs, etc. Oui, ouais. Là où Horford, c'est peut-être un projet plus épais qu'il faut prévoir. Enfin, c'est peut-être un rôle un peu plus conséquent, avec plus de temps de jeu, parce que son contrat prendra une place un petit peu plus importante dans le salary cap de la franchise. Donc, c'est une autre problématique. Et pour le coup, ne pas être pressé, parce que vu ce qu'il a l'air de donner pour l'instant, sa valeur va augmenter. Bah en fait, tu dois plus remonter la cote d'Alorford que celle de George Hill, donc forcément, ça va te prendre plus de temps. Ouais. Donc c'est pour ça que tu laisses une saison complète. Tu fais une Chris Paul, quoi. T'auras pas la même trade value que pour le trade de Chris Paul, mais tu laisses 1 an à Alorford pour que les gens se rendent à nouveau compte que c'est un bon joueur de basket, qui a un QI basket affolant, et que la saison prochaine, t'as des équipes qui vont se dire il coûte cher, mais il a plus que 2 ans, dont la dernière année est partiellement garantie. Il a prouvé qu'il était encore capable de scorer, de créer, il peut mentorer nos jeunes, on y va. On va enchaîner, les gars. Je pense qu'on va enchaîner. On va passer directement. Je vous ai donné le programme. On va passer directement à nos rotations, de ce qu'on va attendre l'année prochaine en tant que rotation. Alors, il y a 2 points de vue. Il y a déjà, vous allez me donner celle que vous aimeriez voir. Je vous ai donné à charge de prévoir votre rotation, de donner les 240 minutes d'un match aux joueurs de l'effectif du Thunder. Et après, on pourra peut-être discuter de celles que l'on va voir, par contre, de celles que réellement Deniot va mettre en place. Soula, je vais te laisser commencer. Explique-moi un petit peu tes rotations et comment tu vois les choses. Pour les rotations de début de saison, je m'attends pas à quelque chose de très original. Ou dans le sens où pour moi, le 5, du coup, on aura SGA, Hill, Dort, Bazley, Horford. Et sur le banc, sûrement, je dirais Malédon, Jackson. Je sais pas lequel de Jackson, mais un Jackson. Diallo, Poku et Muscala. Pour moi, ça va se jouer à 10. On a notre 5 majeurs, notre banc. Et derrière, il y aura sûrement des miettes, entre guillemets, pour d'autres. Mais je ne m'attends pas à quelque chose de très original. Et ensuite, pour ce qui est des minutes, pareil, je m'attends pas à quelque chose de très original, dans le sens où c'est simple, la répartition des minutes, ça va être, on veut que SGA, Bazley, ils jouent 36 minutes par match, j'exagère, mais qui joue, enfin pour SGA, pour moi, ça doit être 36 minutes. Pour Bazley, à voir si il se rend vraiment dans son rôle
il arrive à porter la balle, etc. Mais ça doit être une trentaine de minutes. Ensuite, Dort, pour moi, on doit tourner dans ce rôle de 3&D. Donc, pour moi, ça va être autour des 24 minutes, quelque chose comme ça. Il, ensuite, ça sera pour moi 28 minutes, quelque chose comme ça. Un peu moins s'il vieillit ou s'il est en forme, sachant qu'il a quand même été au niveau des pourcentages l'année dernière. Je crois que c'est le meilleur shooter de la ligue à 3 points. Donc, ouais, donc quand même, c'est vraiment un bon atout. Et pour ce qui est de Horford, je pense pareil, ça sera 28 minutes ou 30 toutes petites minutes. Donc voilà. Et bah, ensuite, de toute façon, au niveau du banc, ça va jouer. Sûrement que Muscala aura plus de minutes, beaucoup moins, puisqu'il est quand même très jeune. Et sinon, Diallo, Maledon, Jackson, moi je les vois avoir entre 12 et 18. Sûrement qu'on aura malheureusement Diallo en sixième homme, donc avec une vingtaine de minutes. Mais voilà, en gros, rien de bien original, je pense. Je vais me permettre d'enchaîner, Constant, parce que j'ai quelque chose qui se rapproche pas mal de ce qu'a fait Solal. Je pense qu'on aura tous le même 5 majeur. Donc moi j'ai SGA, Hill, Dort, Beasley et Horford. 36 minutes pour Shea, qui aura un temps de jeu, le plus gros temps de jeu de l'effectif et un gros rôle. Une 27-28 pour Hill, 27-28 pour Dort. Un peu plus pour Beasley, autour de 31-32. Un rôle largement augmenté, mais un peu plus bas que celui de Shea. Et une trentaine de minutes, comme tu as dit, pour Horford, puisqu'il a encore il est plutôt vieux et il reste compétitif, donc il doit être sur le terrain. C'est plutôt sur le banc que je pense qu'il y a pas mal d'incertitudes. De mon côté, j'ai Diallo avec 23-24 minutes. Je pense qu'il aura un gros rôle en sortie de banc et je pense qu'il faut lui donner, c'est l'année ou jamais pour l'expérimenter. J'ai pour l'instant Maledon avec 18 minutes à peu près. Dès le début de saison en tant que premier guard en sortie de banc, associé à Frank Jackson du coup. Moi, 17 minutes à peu près pour lui, il a été plutôt bon au scoring là sur la pré-saison. Pour l'instant, j'ai Justin Jackson au poste 4 en rotation qui aura peut-être 13 minutes, donc très peu, le moins de l'effectif. Et enfin Muscala en pivot qui aura à peu près 16 minutes. J'ai pas mis beaucoup dans ma rotation parce que pour moi c'est un peu une wild card, j'ai envie de dire. J'ai vraiment du mal à voir comment il va être utilisé, combien de temps il va jouer, est-ce qu'il va être tout de suite là en sortie de banc ou pas, est-ce qu'ils vont être patients avec lui. Donc je pense que ça va dépendre des situations, c'est pas exclu qu'il soit à la place de Justin Jackson dans ma rotation. Mais je suis pas sûr de comment il va être utilisé avec les flashs qu'on a eu. Et j'ai aussi une wildcard pour Ty Jerome qui n'a pas pu jouer sur la pré-saison, on ne sait pas trop pourquoi, et qui pourrait lui rentrer en concurrence avec Frank Jackson et Théo Maledon. Et on peut aussi mentionner Ariza qui, s'il se décide à venir à OKC, pourrait jouer. Voilà. Constant, est-ce que toi tu as une autre idée un peu différente? Vous m'avez quasiment piqué toutes mes minutes en tant au poste de titu. Hein. Donc, moi je fais une rotation à 11 déjà. Et sur le 5 majeur, j'ai quasi le même nombre de minutes que toi, Pierre. Georgie, je lui mets 28 minutes parce que c'est ce qu'il faut. Shea, il en jouait 34 l'année dernière, je lui en mets 35. Dort, comme toi, je lui mets 27 minutes. Beasley, je lui en mets 32. Ce qui est peut-être un poil beaucoup, mais la petite trentaine de minutes parce que je veux le voir sur un vrai échantillon. Orford, il en jouait 30 l'année dernière, je lui en mets 29. Et sur le banc, je suis assez surpris de ton choix de Pierre. Moi, mon sixième homme, ça va peut-être vous surprendre, mais c'est Maledon. Je lui donne 22 minutes par match. Alors 22 c'est le plafond haut, hein. Mais 18 pour moi c'est le plafond bas, 22 c'est le plafond haut dans ce range là. Parce que je pense que Georgie pouvant partir très vite, j'ai plutôt envie de le voir évoluer avec un temps de jeu assez conséquent. Ensuite, il y a Frank Jackson que je mets avec dépit dans la rotation. Donc je lui mets 12-13 minutes parce que le profil va m'agacer. Au poste 3, je mets Diallo, mais Diallo je lui mets 18 minutes. De toute façon, Maledon c'est celui qui a le plus gros temps de jeu en sortie de banc. Diallo je lui mets 18 minutes parce que de l'autre côté j'en mets 12 à Justin Jackson. Parce que je trouve que j'ai envie d'expérimenter. En fait, c'est principalement pour ça que je fais une rotation à 11, contrairement à vous qui en faites une à 10. J'ai envie de tester des joueurs.
Et donc du coup, j'essaye de voir ce que peuvent donner Diallo et Justin Jackson sur un temps de jeu qui est plutôt réduit, mais qui est quand même assez important pour être considéré dans une rotation NBA. Et là où je me démarque peut-être de vous, c'est que je donne 14 minutes à Pokusevski et j'en donne 10 à Muscala. Parce que Muscala, sur 10 minutes, il va faire son taf, mais j'ai pas envie non plus de lui en donner trop au détriment de certains jeunes. Et je trouve que Pokusevski, j'en mets 14, ce qui est pas non plus énorme, mais j'ai envie de le voir évoluer en NBA le plus tôt possible. Et j'ai pas envie de l'utiliser comme une wildcard que je sors de temps en temps, comme c'est le cas pour Boban par exemple. Moi j'ai envie de le voir, quitte à ce qu'il commette des erreurs, évoluer avec un vrai temps de jeu en NBA dès sa saison rookie. Je suis d'accord avec toi, Constant, sur le fait que ça serait la meilleure chose pour lui qu'il ait ce temps de jeu régulier, mais je suis pas sûr que le Thunder le juge déjà prêt pour faire. Alors, c'est à voir, hein, parce qu'il a déjà joué pas mal sur la c'est meilleure rotation. Oui. Mais oui, c'est à voir. Je suis d'accord avec toi, et moi je l'ai mis en wildcard parce que pour moi, il y a des matchs où il va jouer presque beaucoup, peut-être plus de 20 minutes, et il y a des matchs où il va presque pas jouer. C'est pour ça que j'ai du mal à voir un petit peu comment ça va jouer, et même sur le banc, c'est assez dur d'imaginer une rotation. Pour ma part, j'ai aussi donné beaucoup de minutes à Diallo, parce que je pense que je suis influencé par ce qui va être réellement fait, et de ce qu'elle a l'air de ressortir, et de ce qu'on peut voir, c'est que Diallo va être le premier joueur en sortie de banc, et en plus il va jouer, je pense, sur presque 3 postes, 2, 3, 4, donc ce qui a fait pour moi que je lui donnais pas mal de minutes. Je sais pas toi, après, Solal, toi comment tu te places vis-à-vis des tests peut-être des joueurs? Est-ce que c'est plutôt ouvrir très largement l'effectif presque à tous les matchs? Ou est-ce que, par exemple, on peut, par période, peut-être d'un mois, où là, c'est Justin Jackson qui aura les minutes en poste 4. Après, ce sera Pokusevski, peut-être qui jouera un peu plus 3. Après, ça sera peut-être Ty Jerome qui aura plus de minutes en guard. Comment tu verrais les choses? Selon moi, enfin, on a notre 5 majeur, ça bouge pas. Ensuite, au niveau du banc, pour moi, j'aimerais vraiment. Bon, Malédon, je pense que ça sera le cas. Il aura ses minutes à chaque match. Mais je rejoins Constant et j'aimerais bien que Poku ait ses minutes à chaque match, même si c'est pas forcément beaucoup. J'aimerais qu'il ait ses minutes. Parce que je pense que c'est vraiment important pour un joueur d'avoir comme ça régulièrement, d'être sur le terrain, quoi. Pour moi, la situation, tu joues 25 minutes et tu joues pas le match d'après, c'est le pire cas de figure Ouais, je suis possible pour un d'accord. joueur en Ouais, NBA. Non, franchement, vous avez raison. Et en fait, c'est que je pense que j'ai tellement voulu me brider de ma hype beaucoup, pas en faire trop, que j'ai pas osé le mettre. Mais en fait, je pense Il vraiment va que y c'est ça, être, parce que oui, je pense qu'il va y être. Honnêtement, là, si je devrais dire ce qui va être fait, je pense que Poku, il a, comme tu l'as dit, constant, au moins une douzaine de minutes par match. Il a un quart d'heure dans les pattes, quoi. Ouais, je pense. Donc, non, je pense qu'après, on se rejoint au final plutôt bien sur nos rotations. Un petit mot pour Trevor Ariza, peut-être Solal, toi, comment tu vois la situation se finir avec lui? Est-ce qu'il va finir par rejoindre l'effectif? Est-ce que tu penses qu'on va le trader ou juste le couper? C'est quoi un peu ton avis dessus? Tout à l'heure, on a très rapidement parlé de la culture du Thunder. Et honnêtement, je pense qu'on sait à quel point le Thunder sait gérer ce genre de choses. On avait vu avec Abrines, par exemple. Donc, Ariza, il est avec sa famille, là, pour l'instant, donc des problèmes qui le regardent. Et je pense que, honnêtement, déjà, c'est pas sa priorité, le basket, pour l'instant. Et ensuite, quand il va se retourner vers le Thunder, je pense que sa décision, enfin, la décision lui reviendra totalement dans le sens où s'il a envie de rejoindre Hill et Horford pour faire du mentoring et puis avoir quelques minutes, parce qu'Ariza, ça reste un joueur qui mérite des minutes dans une équipe, en tout cas à OKC. Mais sinon, ouais, je pense que ça finira soit qu'ils viennent à OKC pour jouer un rôle de mentor, mais c'est peu probable, ou sinon, ça sera, pour moi, il sera simplement coupé pour qu'il puisse rejoindre une équipe qui joue quelque chose l'année prochaine. Parce qu'on en a pas parlé encore jusque-là, mais il y a eu des petits coupés dans la nuit, là. Ce bon vieux TJ Oui. Leaf et ce bon vieux Admiral Schofield. Il reste encore un joueur à couper. Mm. Ça pourrait être lui. Ça pourrait Ouais. être lui, mais tu te retrouves dans une situation où si tu es le management d'OKC, quel est ton raisonnement? Est-ce que tu préfères couper Ariza parce que tu sais pas s'il est vraiment engagé vis-à-vis du basket, pour des raisons qui sont tout à fait compréhensibles,
et conserver un jeune, notamment ce bon vieux Isaiah Roby aussi, qui nous fait des merveilles depuis le début de la pré-saison. Honnêtement, Roby, je pense qu'il sera pas coupé. Hein. Ouais, je suis d'accord. Je suis honnête avec toi. Ah ouais, non, mais je suis d'accord. Mais du coup, si tu coupes pas Trevor Ariza, qui tu coupes? Est-ce que tu coupes Darius Miller, par exemple, qui a pas joué de la pré-saison, si je dis pas de bêtises? Ouais, je crois. Non, il a pas joué. Et moi, en Dark Horse pour couper, j'ai Ty Jerome qui a pas joué non plus. Je pense Moi, pas je qu'il pencherais sera plutôt coupé. sur lui. Hein. Sur le profil, je suis d'accord avec toi, Constant. Je vois pas l'intérêt de le couper. C'est un prospect, c'est loin d'être le plus faible prospect qu'on a. Mais il a pas joué et c'est surprenant en fait parce qu'il est au bord du terrain, il s'échauffe. Moi, c'est pas tant sur le profil que ça me dérangerait, c'est pour une question tout simplement de profondeur d'effectif. Parce que si Georgie il est tradé, là pour le coup, ta rotation au poste 1, c'est chez et juste Malédon si tu coupes Ty Jerome. T'as éventuellement Frank Jackson, mais on sait que c'est pas là où il est le meilleur quoi. Lol. Mais c'est un peu short quoi. Ah oui, je suis d'accord. Moi, je vois plus l'intérêt de couper un poste 3-4, là où on commence à en avoir beaucoup, plutôt que de couper un guard. Mais après, ça peut être le cas de figure envisagé. Mais tu vois, Darius Miller... un des favoris aussi pour être coupé, je pense. Voilà. Ouais. Non, pas ok pour les rotations et pour ce dernier joueur coupé. Je suis content que vous m'ayez rassuré dans ma hype Poku. J'ai essayé de me retenir, mais du coup c'est bon, il va être dans la rotation. Je relève mes minutes à Justin Jackson, je mets Poku à la place. Voilà, c'est fait. T'en enlèves à Diallo et t'en Ouais, mets... Oui c'est aussi, encore mieux. oui c'est vrai qu'on peut tourner à 11. C'est que moi j'étais très fixé sur le nombre de 10 et je voyais que ces 10 là allaient avoir des minutes, c'est pour ça qu'aussi que je l'ai pas mis. Moi, je pense pas qu'on va tourner à 10. Je pense qu'on a plutôt intérêt à élargir le banc. Ouais. Un peu comme ce qui est fait sur la pré-saison dans une moindre mesure, mais avec Oui, dans une moindre mesure. Mais je vois pas l'intérêt de tourner avec 5 joueurs prédéfinis quand t'as plein de joueurs qui sont jeunes et avec qui tu peux faire des tests. On en revenait au début de la preview. Pierre, tu parlais de faire des tests. Il n'y a pas que des tests dans le 5 majeur, il y a des tests dans les joueurs aussi. Et faire des tests dans les joueurs, ça passe par leur donner du temps de jeu. Non, là-dessus, ouais, vous avez raison. Là-dessus, vous avez raison. J'ai peut-être été un peu trop pessimiste sur mes rotations et j'ai pas vu assez grand, effectivement. On va passer à la meilleure partie de ce podcast, messieurs, le quiz. C'est là où les auditeurs, vous avez pu intervenir sur Twitter et donner votre avis. Alors, la première question que je vous ai demandé de répondre, c'est quel est votre 5 majeur des débuts de saison? Et je pense que là, on a un consensus. SGA, Dort, Bazley, Horford. Donc, on va pas forcément y passer beaucoup de temps, même pas du tout, si vous êtes d'accord. Par contre, le 5 majeur de fin de saison, je vous écoute. Solal, vas-y, à toi l'honneur. Alors, pour moi, il y a deux scénarios. Il y a un scénario qui s'appelle film d'horreur. Où on finit avec SGA, Diallo en 2, et ensuite Dort, Bazley, Horford. Et puis, il y a un scénario français qui est beaucoup plus joli, qui est celui où on a Malédon, SGA sur le backcourt, et on garde Dort, Bazley, Horford. Donc, pour moi, c'est les deux cas, en gros. Ok. Constant? Malédon chez... Est-ce que je... Allez. Malédon chez Justin Jackson, Bazley, Horford. Malédon chez Justin Jackson. Attends, refais-la. Attends. Malédon Oui. chez Oui. Justin Jackson, Oui. Bazley, Oui. Horford. Oui, le Gainsdort. Ouais. 6e homme. Là où son rôle sera dans le futur. Donc tu penses que au fil de la saison, Jackson s'affirme et Dort a un rôle qui diminue? Je pense que... Non, justement, c'est pas un rôle qui diminue. Je pense que son rôle augmente du fait qu'il se retrouve 6e homme. Ok. Tu lui donnes... Vu que tu le fais pas starter, tu lui donnes plus de responsabilités. Ouais, ok. De mon côté, j'ai un line-up qui est comme celui de Solal avec Malédon, SGA, Dort, Bazley, Horford. Et j'en ai un autre qui me paraît probable dans le cas d'un trade de Hill. Je crois qu'on a tous mis un trade de Hill d'ailleurs dans nos prédictions. Qui est SGA, Frank Jackson, Lugens Dort, Darius Bazley à Horford. Où Frank Jackson jouerait ce poste 2 off-ball, plutôt shooter. Et SGA aurait encore plus la balle en main. Et Malédon serait une 6e homme de luxe qui aurait un temps de jeu largement augmenté.
Et bah, Frank Jackson titulaire. Eh ben. Non, mais J'ai pas dit je voulais gagner des matchs, hein. J'ai dit ce que je pensais non, mais voir. il y a un code de déontologie à respecter quand même. Frank Jackson titulaire. Franchement, je préfère mettre Malédon titulaire que Frank Jackson, mais tous les jours. Moi aussi, je dis juste que dans le profil, c'est peut-être ce qui va être fait pour laisser Malédon gérer le banc et qui est toujours un créateur sur le terrain, tu vois, par rapport à Shea. C'est plutôt dans cette optique-là que j'ai fait ça, pas parce que Jackson, je le juge meilleur que Malédon. Ouais, mais après, tu peux faire des rotations où tu as toujours Shea et Baisley sur le parquet, et du coup, tu peux Oui, toujours avoir un semblant de créateur. Oui, je suis d'accord avec toi, mais il y a souvent des lubies en NBA, notamment vis-à-vis des 5 majeurs. Par exemple, Schroeder n'aurait jamais débuté un match à OKC. Presque, j'ai l'impression. Donc, alors tu vois, débuter aux Lakers. Oui, voilà. Non, mais tu vois, il y a des trucs comme ça, et j'ai l'impression que si Malédon prend ce rôle de gestionnaire de banc, il le gardera. C'est possible qu'il le garde toute la saison, même s'il y a un trade, tu vois, et qu'on sorte un mec d'un peu plus loin pour jouer titulaire. Ce qu'on a déjà fait à OKC, hein. Ouais. Bah, on a fait avec Dort, hein. Ouais, exactement. Maintenant, le line-up que vous voulez voir au cours de l'année. Constant, je te laisse commencer cette fois. Malédon, Shea, Dort, Baisley, Poku. J'aime. Je valide. Prime à la jeunesse. Hein. Je valide. Non, donc Poku en 5 sur ce 5-là ou en 4 avec Baisley en 5. Ouais. Baisley en 5. Je veux voir du Baisley en 5 cette saison et je veux voir ce qu'un potentiel backcourt Malédon Shea peut donner. Ok. Solal Bah, ça va faire plaisir à Constant, je pense, parce que moi, celui qui m'intrigue le plus, ça serait un line-up avec les 3 meneurs, et ça serait du coup Malédon, SGA, Frank Jackson, avec Poku et donc Baisley en 5. Mais je suis curieux de voir ce que ça peut redonner un line-up avec 3 meneurs, même si ce sont 3 meneurs, trois dont guards, 2 hein. qui, dont 2 qui ne sont pas des meneurs, mais voilà, je suis intrigué à l'idée de voir comment SGA peut s'intégrer dans ce nouveau trio. Et ouais, parce que personnellement, Frank Jackson m'a fait une très bonne impression, mais il faut croire que c'est pas le cas de tout le monde. Oh là là. Tu verras que moi j'en ai une bonne image aussi. Ok, bah ça me rassure. C'est Constant qui n'est scoreur pas fan du tout. unidimensionnel. C'est Constant qui est pas fan du tout. Moi j'en ai un qui j'ai un peu de l'entre-deux, un qui ressemble à Constant et un petit peu à toi aussi Solal. J'aime bien ce line-up à 3 meneurs. Donc j'ai une version avec Hill au début de saison, mais sinon du Malédon, Jackson et JA. Et soit Dort et Baisley en 5, soit Poku et Baisley en 5. J'aime ces line-up avec beaucoup de guards, avec beaucoup de création, beaucoup de spacing, beaucoup de rythme. Je trouve que c'est intéressant à exploiter sur cette année-là, et ça a marché dans le passé. Ça marche pour pas mal d'équipes NBA qui, je pense, c'est de plus en plus utilisé. Donc vous, dans vos 2 5 majeurs que vous voulez voir, il y a Frank Jackson dedans. Parce qu'en fait, c'est un joueur offensivement qui sera pas négatif, qui pourra jouer off-ball, qui saura mettre des tirs. Ce qu'il a fait sur la pré-saison, en fait, c'est qu'il peut mettre des tirs extérieurs quand il y a besoin, qui tire un peu, qui sent tirer forcément la couverture à lui et qui est efficace. Moi, un joueur comme ça offensivement, ça me suffit en fait. C'est l'inverse de Dort et Diallo. Moi, je pense qu'il va trop tirer la couverture. Ah, tu penses qu'il va trop... Pour l'instant, il l'a pas fait. Et parce qu'il n'a pas eu la balle en main excessivement et qu'il a hier, il joue 16 minutes, il prend 8 tirs. C'est limite lui qui prend le plus de tirs de tout le banc. Oui, alors, on en a discuté. Non, mais t'as des bons tirs. Et puis on en a discuté ensuite, c'est que sur la fin de match, il prend déjà 2 ou 3 tirs où il est obligé parce qu'il n'y a personne sur le terrain. Oui, mais tu regardes le premier match face aux Spurs, il avait pris pas mal de tirs aussi. Ouais, mais c'était... Enfin, je sais pas, je trouve vraiment pas qu'il force dans son jeu, et je trouve au contraire qu'il est plutôt juste dans son rôle. Je trouve qu'il complète vraiment... Bah, pour moi, il doit vraiment suivre la fin de carrière de Hill, là, où c'est vraiment un complément parfait à un guard de ball dominante, quoi. Où... Ouais, il sera moins créateur, je pense. Ouais, c'est ça, c'est pour ça, fin de carrière Hill, il sera moins shooter, les gars. Oui, il sera moins efficace. Mais si son tir clique, c'était un prospect qui était plutôt bien vu au moment de sa draft et que le Thunder d'ailleurs aimait bien. Ça me fait une bonne transition d'ailleurs parce que la question d'après, c'est la surprise de l'année. Moi, j'ai Frank Jackson. Parce que je pense qu'en sortie de banc, sans en attendre énormément, il va mettre une dizaine de points. C'est juste ça en fait, c'est que t'as pas énormément d'attentes, mais il sera efficace avec une dizaine de points avec des pourcentages corrects. Aussi simplement que ça. Ouais, bah, moi, en soi, je suis d'accord dans le sens où j'attends la même chose, ou je m'attends en tout cas à la même chose de lui.
Et sinon, en surprise, qui n'en est peut-être pas une, mais moi, je pense vraiment que Baisley va être vraiment impressionnant. Et je pense qu'il va vraiment step up. Et voilà, c'est pour ça que je le mets dans une semi-surprise, mais qui il dépassera nos attentes, quoi. Beasley, c'est intéressant parce qu'il a pas mal de votes de ce qu'on a recueilli dans la catégorie surprise, et il en a aussi dans la catégorie satisfaction, donc ça dépend comment on se place en fait vis-à-vis de lui. Ouais, Mais voilà. tout le monde est très hypé par Beasley. Toi, Constant, du coup, c'est pas Frank Jackson, j'imagine ta surprise, mais c'est qui? Alors Ford, Ok. parce que on va se rendre compte qu'il est super bon. Tu vois, j'ai pas privilégié un jeune, j'aurais pu dire que... Au final, si Baisley devient bon, est-ce qu'on sera surpris? Non. Mais est-ce que c'est une surprise que Horford soit Non. bon? Moi, c'est pour ça À aussi part que je pour l'ai les pas fans mis. des Sixers. Si, bah non, parce que t'as plein de joueurs. Je pense que tu vas demander, tu demandes aux fans de KC ou aux fans de NBA en général, les gens savent qu'alors Ford est bon, on va se rendre compte qu'il est vraiment bon. Et là, pour le coup, ce sera une surprise. Toi, ça sera dans la dimension qu'il prend, pas Oui. dans son... Ok. Il a eu un ou deux votes, mais celui qui en a recueilli le plus, parce qu'on est un compte français aussi, il faut le dire, c'est bien sûr Théo Malédon, qui a été largement plébiscité par nos abonnés dans cette catégorie surprise de l'année. Moi, je l'avais en mention, mais pourquoi je l'ai pas mis? C'est parce que je vois à peu près ce qu'il va donner. En fait, je serais pas surpris s'il est assez compétent. C'est ça le truc. Ouais, pareil. Enfin, sur les matchs de pré-saison, il a été très bon. Je pense pas il sera tout le temps à ce niveau-là. Ou alors, là, pour le coup, c'est vraiment une grosse surprise. Mais on le sait déjà qu'en fait, depuis sa draft, qu'il est capable de gérer un pick and roll, qu'il est capable de gérer une attaque. S'il se met à être vraiment adroit, s'il est défensivement plutôt correct, etc., que là, on pourra être vraiment surpris. C'est que moi, j'étais pas loin de le mettre. Hein. Ouais, moi non plus, j'étais pas loin de le mettre. Mais en fait, c'est que j'ai déjà des attentes hautes, en fait. C'est pour ça que la surprise sera plus dure à obtenir pour moi. Moi, je pense même si on a des attentes qui sont hautes, on peut potentiellement être encore surpris. Ouais. Non, oui, c'est possible. Parce qu'il peut avoir cette régularité qu'on pensait pas trouver chez lui en tant que rookie. Ça serait quoi, toi, une surprise en stats, en gros? En stats Ouais. Waouh. Bah, tout dépend de son temps de jeu. Je pense que... Part de 22 minutes, comme tu l'avais peut-être mis. Allez, si tu pars de 22 minutes, 10 points, 2 rebonds, 4 passes. Ok. Avec des pourcentages corrects. Et Ça une me fait vision penser à la saison de rookie de quelqu'un, ça. C'est-à-dire Je pense. SGA? Ouais, mais c'est pas le même... C'est pas le même non, rôle non mais plus. évidemment. Alors que tu vois, moi, Malédon, je lui ai donné 17 ou 18 minutes dans ma rotation, et pour moi, il va déjà tourner en 6.4 passes, presque. Et avec un 6 points, pourcentage... c'est peut-être un poil faible, mais... Non, parce que je le vois plus passeur que scoreur au fil de la saison. Oui, puis parce que Frank Jackson va lui piquer tous les tirs. Effectivement. Oui, parce que là, il avait pris beaucoup de tirs aussi parce qu'il jouait qu'avec les joueurs du banc, etc. Mais par exemple, s'il joue avec un Baisley, il pourra peut-être plus le servir. S'il joue avec un Horford, tu vois, il y a aussi ça à prendre en compte. Je le vois plus passeur au fur et à mesure. Ouais, et puis même, vraiment, il a des qualités de vétéran, limite. Après, il y a aussi un point intéressant chez Malédon et qu'on n'avait pas au KC, hormis avec Chris Paul, c'est qu'il a un vrai flotteur, quoi. Et je trouve que quand t'es un meneur comme Malédon qui est pas extrêmement grand, pas extrêmement tanké, avoir un flotteur, mais c'est genre une arme tellement pratique. Surtout qu'il utilise très bien son corps pour créer de la distance sur pick Et and pour, roll, sur ces pour choses-là. protéger le ballon Ouais. aussi, il protège bien son corps, il Ouais. sait bien comment placer son corps. Je trouve que là où il peut nous surprendre, c'est peut-être pas tant sur le point statistique, mais c'est dans l'expérience qu'il peut apporter, quoi. Il peut se comporter vraiment comme un joueur de 23-24 ans. Oui, ne nous tombez pas dessus parce qu'on n'a pas mis Malédon dans cette catégorie, c'est juste qu'on a déjà beaucoup d'attentes en fait aussi et qu'on est déjà largement hype par lui. À ne pas aussi oublier ses capacités off-ball, il sera vraiment intéressant là-dessus, où il a un bon tir, et ça dès sa draft c'était annoncé, il a un bon tir en spot-up, et il pourra profiter lui aussi des drives de Shea ou de Baisley par exemple. Une bonne gestuelle aussi, hein. Ouais. J'aime bien la gestuelle. Non, c'est propre, c'est vraiment propre. Mm. Pour finir sur cette catégorie surprise de l'année, nos rédacteurs et autres membres du compte, Morgan avait mis Frank Jackson lui aussi. Tu vois, on n'est pas tout seul. Et il y en avait quelques mentions aussi dans nos commentaires. Et Sanson avait mis Théo Malédon par contre.
Euh, on passe maintenant à la déception de l'année. Là, il y a eu un plébiscite. Celui qui a reçu le plus de votes, et vous l'avez compris avec ce podcast, c'est Hamidou Diallo. Solal, est-ce que tu rejoins cet avis général? Oh, je pense que sans surprise, je l'embrasse totalement. Mais t'en attends rien. Après, oui, mais bah Tu non, vas pas être mais déçu. parce que je pense qu'il est vraiment négatif en fait par moment. Parce que Moi, j'en attends pas rien, rien. moi. Oui, mais là, je parle à Solal, Ah c'est oui. pas toi. Non, mais globalement, parce que je sais que tu avais dit ça globalement pour les gens qui répondaient Diallo. Pour moi, il y a plein de gens qui ont déjà enterré Diallo. Et je vois pas. Qui attend encore des choses de Diallo? Hormis toi et moi. Pierre. Je pense que pas mal de gens voient cette saison comme le dernier espoir pour lui. Ah, mais c'est le dernier espoir totalement. Oui, de toute façon, ça l'est. Mais que du coup, ils seront déçus parce que globalement, il y avait de l'espoir au début, à son arrivée, et il a jamais confirmé. C'est plutôt une déception globale. Ouais, c'est C'est ça. pas qu'il a pas confirmé, c'est qu'il a pas progressé ce qu'on pensait qu'il allait progresser. Au final, il a stagné. Ouais. Mais j'aimerais bien savoir, répondez hein, les gens, si vous attendez quelque chose de Diallo, qu'est-ce que vous attendez de Diallo? Au point de se dire, je vais être déçu. Moi, je l'ai aussi. Je sais pas qui t'a, toi, Constant, je pense pas que tu l'aies mis du coup, Dort. mais... Ok, vas-y, je te laisse développer. Bah parce que, comme j'ai dit, moi je serais pas tant déçu, mais je pense que les fans vont être déçus parce que la progression au tir va pas suivre et que c'est quasiment le seul point sur lequel les fans d'OKC vont juger Dort la saison prochaine en attaque. Je pense que là, pour le coup, il sera encore à 31-32% à 3 points et les gens vont être déçus parce qu'ils pensaient que ça allait être l'explosion en attaque alors que ce sera pas le cas. C'est quelque chose qui était un peu développé aussi en commentaire. Il y a pas mal de gens qui avaient Dort en déception, et que certains l'avaient aussi en satisfaction. Donc il faut choisir un peu son camp vis-à-vis de Dort. Et comme tu l'as dit, le juge sera son tir. Ça, c'est presque certain pour les fans. Bah, c'est dommage que ce soit uniquement que ça, je pense. Je suis d'accord. Petite mention, je vais te laisser peut-être réagir à ça, Solal. Certains ont mentionné Poku Sefki, d'autres le coach. Ça me paraît très tôt pour juger Poku sur un an et d'être déçu. Alors peut-être que les gens s'en attendaient beaucoup vis-à-vis de sa place à la draft, mais c'est un projet sur le long terme. Peut-être vis-à-vis de Daynold. Ouais, peut-être aussi. Et vis-à-vis de Daynold, est-ce que toi, qu'est-ce que t'attends de lui et qu'est-ce qui pourrait te décevoir peut-être plutôt? Bah, ce qui pourrait être décevant, c'est si on voit qu'il n'arrive pas à insuffler de l'énergie dans l'équipe, parce que vu la cohésion qui est déjà existante, enfin, faudra vraiment le faire. En fait, c'est pour ça que je pense que ça peut pas être une déception, parce que en fait, il a déjà tout dans les mains et il a quasiment rien à faire, donc c'est vraiment pas sur cette saison qu'on pourra le juger, selon moi. Moi, je pense qu'il peut décevoir un peu. On en a parlé juste avant en off, mais s'il n'arrive pas à instaurer un système défensif cohérent et si en attaque je vois que il n'y a pas un mouvement de ballon ou il n'y a pas un semblant de collectif, je dis pas que je vais le juger, que je vais le défoncer, mais je vais être potentiellement déçu. Je suis d'accord avec toi. Après, moi, ce que j'en attends, c'est du développement des jeunes et des joueurs. Et vu les rôles qui vont être augmentés, indirectement, il va en avoir. Donc, je vais avoir En fait, c'est pas que je vais être déçu ou pas, c'est que je vais avoir du mal à le juger. Tu peux peut-être, sur ce qu'il a mis en place, comment il arrive à créer une identité, sur ses attitudes aussi, peut-être sur les retours des joueurs. Mais globalement, ça sera dur de tirer une conclusion sur le niveau de coach Daynold dès cette année, en fait. En termes de players development, tactiquement, ça peut être compliqué. Mais tu peux quand même avoir une ébauche. Je veux dire, un coach qui tactiquement est mauvais dans une reconstruction va pas d'un coup devenir extraordinaire quand tu as une équipe compétitive. Au sein de notre rédaction, Sanson avait lui aussi Hamidou Diallo et Morgan avait Lugensdort. Donc c'est vraiment les deux noms qui sont le plus ressortis. On arrive maintenant à la satisfaction de l'année. Et là aussi, il y a un plébiscite chez le Gilgeous Alexander, sans surprise. Pas mal de votes pour Bazley aussi. Constant, toi, est-ce que t'as Shai en satisfaction de l'année? Non, j'ai Bazley. Ah, t'es dans le camp Bazley, alors avec ce qu'on a dit du coup par rapport à avant, une progression constante et une hausse de responsabilité. Ouais, il se transforme en, je te dis, 16 points, 8 rebonds, 4 passes. Pour moi, c'est vraiment la saison où on se rend compte du potentiel que peut avoir Bazley. Là où Shai, on sera content, mais tu vois, il y aura peut-être des pourcentages au tir qui seront un peu suspects, qui feront que on sera peut-être encore plus satisfait des performances de Bazley que des performances de Shai. En tout cas, moi, c'est mon avis perso. Solal? Non, bah juste pour parler de Shai, parce que moi j'ai pas Shai, mais
Enfin, je sais pas, en fait, Shea, pour moi, il est tellement au-dessus dans le projet, dans le sens où, enfin, il est dans son train et puis il avance et je vois pas ce qui pourrait l'arrêter, quoi. Donc, ouais, c'est ni une satisfaction, ni une surprise. Pour moi, c'est juste Shea qui va progresser, qui va sûrement C'est logique, prendre. quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Et sinon, ma satisfaction, c'est Malédon, parce que, en fait, Baisley et Malédon, pour moi, ils sont interchangeables en tant que surprise slash satisfaction. Mais comme vous l'aviez dit, pour moi, Malédon, je pense qu'on a vu qu'il est capable de faire des belles choses et je pense qu'on va voir qu'il est capable de faire ces belles choses. Et c'est dans ce sens-là que pour moi, ça sera ma satisfaction. Oui, donc c'est encore mieux de le mettre en satisfaction qu'en surprise parce que tu as beaucoup Ouais, d'attentes. c'est ça. Donc c'est encore plus valorisant. De mon côté, j'ai chez moi parce que, en fait, depuis le début, on parle beaucoup de choses, mais c'est pas simple ce qu'on lui demande de faire, hein. On lui demande de basculer en tant que première option, on lui demande de créer un peu pour les autres, on lui demande d'être le premier scoreur. Et vous verrez avec mes hot takes de la fin, je suis très confiant. Je suis très confiant vis-à-vis de Shea et vis-à-vis de ce qu'il va produire. Il a progressé physiquement, il a gagné en vitesse, il a gagné en muscle. Il est sur une très bonne trajectoire. Mais on n'a pas trop de doute vis-à-vis de ça. Dans notre rédaction, Morgan a Paisley et Sanson à Orford dans Satisfaction, tu vois, donc Constant. Tu es pas le seul à croire en Orford et lui, il pense déjà plus comme une satisfaction qu'une surprise. Donc, Moi, je vois que Morgan est quelqu'un de très éclairé puisqu'il a les mêmes prédictions que moi. Oui, c'est vrai. Maintenant, le premier joueur à être tradé, je pense qu'on sera peut-être d'accord. Moi, je pars sur George Hill. Est-ce que tout le monde a ça? Ouais. Moi, j'ai limite. Ouais, je sais pas. J'ai l'impression qu'il va y avoir un petit trade qui va se faire Ouais, je suis juste avant d'accord. Georgie. Un truc, J'ai limite... un truc débile. J'ai limite envie de te dire Muscala. Ah ouais. Tu Pourquoi vois, pas? Ouais. un petit truc à la con, genre 1 ou 2 semaines avant un trade de George Hill où Muscala part dans une équipe parce qu'il a un contrat très bas. S'il fait des performances intéressantes en sortie de banc, tu vois, t'as une équipe qui peut se dire bon bah je vais récupérer Muscala, c'est pas pour ce qu'il coûte, tu vois. Que là où un trade de George Hill, ça se fera peut-être quasiment à la deadline, là où un trade de Muscala peut se faire un peu avant, je pense. Sachant que Muscala peut être bon, on l'a vu sur la pré-saison, et, Oui, il peut être bon. et que son trade sera un grand pas vers le tanking, puisque Isaiah Roby serait sûrement le poste 5 backup. Ebi. Oui, ça c'est bien pire que Frank Jackson, je suis désolé de te le dire, Constant. Je préfère limite Kenrich Williams que Isaiah Roby. Moi, je préfère largement Kendrick Williams. Moi aussi. Beaucoup plus utile, un grand ailier, bon, qui est brut offensivement, mais je préfère aussi. Toi, t'avais Hill, Solal? Ouais, Hill ou Muscala, mais enfin sans conviction. Muscala, moi je le vois bien rester, mais je pense que Hill, ça devrait, en tout cas, il devrait faire partie des départs. J'avais en mention moi Ariza aussi, à voir comment finit du coup l'affaire qu'on a mentionnée, mais ça paraît compliqué maintenant de trouver un trade pour lui. On arrive maintenant au pronostic, le truc le plus important. Je vous ai demandé d'arriver avec un classement et peut-être un bilan, messieurs, sur 72 matchs, à ne pas oublier quand vous faites votre bilan. Solal, je te laisse commencer, on finit où à l'ouest et avec quel bilan? Alors on finit bien dernier de l'Ouest, donc 15e position, et j'ai mis 17 victoires. Alors bon, évidemment ça paraît très peu, mais c'est quand même sur 72 matchs, comme tu l'as dit. Donc en gros sur 82, ça ferait 21 victoires, 22 par là. Donc c'est une mauvaise saison, mais c'est pas non plus horrible. Et enfin, je pense, pour moi, et puis c'est ce qu'on doit faire, je pense que sur le début de saison, on va commencer à se dire, ah, il y a des flashs, ah, on est capable de, sur certaines rencontres. Mais enfin, j'espère en tout cas que sur la fin de saison, on arrivera dans un schéma où ça sera porte ouverte, balle aux jeunes, montrer ce que vous savez faire, et puis le but, c'est d'aller chercher Kate Cunningham, quoi. Ok. Constant, est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça ou tu les as un peu plus haut peut-être? Dernier de l'Ouest, mais 21 victoires. Ah, Ça fait 24 sur une saison à 82 matchs. Parce que je pense qu'on sous-estime assez grandement, j'ai l'impression, le 5 majeur tel qu'il est actuellement. Je pense que ce 5 majeur, il vaut... Tu mets cet effectif-là à l'Est,
t'es en compétition pour le play-in. Ouais, mais ça. Ouais, mais il y a forcément des moments où tu vas affronter des équipes de l'Est et des équipes de l'Est que tu peux battre. Juste le 5, parce que après, le banc, t'es l'un des pires NBA, je pense. Tout dépend comment Bah, t'as Diallo 6ème homme, quoi. Ça dépend, tu peux Ça avoir dépend d'un Malédon, Malédon sixième ou autre, homme. mais bon. Mais bref, je donne un peu. 21 wins, ça fait 61 défaites. Hein. Non, ça fait 51 défaites. Ça fait pas non plus un Non, bien pourcentage sûr. de victoire extraordinaire. Hein. J'en donne un peu plus, mais oui, globalement, je dois finir dernier. Je dis juste que George Hill, tu peux avoir un match où George Hill va te foutre 20 points, un match où Al Horford peut tourner en 22-9. Donc, c'est ces matchs-là où, face à des adversaires un poil plus faibles, tu peux gagner. Mais à partir du moment où tu vas arriver à la trade deadline, effectivement, tu vas commencer à perdre des matchs de manière beaucoup plus importante. Mais voilà, globalement, je le vois terminer dernier. Hein, sans... Peut-être pas dernier de la NBA, mais en tout cas dernier de la Conf Ouest. Est-ce que tu. Oui, ouais, c'est ça. T'es dernier de la Conf Ouest avec 21 victoires. Ça me Ouais. paraît. Ouais, ok. Moi, je suis entre vous deux. Je suis à 19. Je suis assez d'accord avec toi, Constant, sur le 5 majeur, mais le banc me fait peur. L'année dernière, on gagne beaucoup de matchs dans le clutch. Je pense que l'année prochaine, on en gagnera largement moins. Pas de Chris Paul. Et je pense qu'on va en perdre peut-être même beaucoup dans le clutch. Où on n'aura pas la. Oui, par jeunesse. Par jeunesse, pas d'expérience collective. Peut-être Shea qui devra créer un peu trop tout seul. Donc c'est ça qui me fait qu'on sera 15e à l'ouest. Peut-être pas dernier de la ligue par contre de mon côté. Je vois à l'est des équipes qui me font très peur de niveau de jeu. Voilà. Ah bah il y a une franchise dans le Michigan ou à New York. Ouah. Même Ouais. s'ils ont gagné de 50 points hier, ouais non, c'est pas... Mm, mm. On passe maintenant à la dernière catégorie, la plus drôle, les hot takes. Nos pronostics un peu chauds, les trucs un peu improbables qu'on voit peut-être arriver. Souvent, on va se planter largement en disant ça. On avait déjà fait ça avec Sola l'année dernière. Pour rappel, j'avais mis Adams qui marque plus de 3 points sur la saison, j'ai loupé. Et j'avais mis Bazley et Shea s'affirment petit à petit comme un duo de All-Star. Ça va. Pour l'instant, sur du long terme. Solal, toi, t'avais quelque chose sur Shea et Jamal Murray. J'aime bien rappeler les choses. Bah ouais, mais enfin, pour faire un petit bilan, ça s'est pas si mal passé. Ça a été bien jusqu'à la fin août. Voilà, c'est ça. Du coup, cette année, Solal, toi, t'as quoi comme hot takes? Alors on va changer et on va partir sur Bazley. Et puis on va dire que Bazley, il va suivre la courbe de Giannis. Et on va dire... Non, attends, laisse-moi finir la phrase. Non mais là, elle est même pas haute celle-là. Non mais C'est- laissez-moi il double finir la une phrase. éruption. Laissez-moi C'est une finir. éruption volcanique. le truc. Laissez-moi finir. Donc, il suit la courbe de Giannis, mais pour moi, son plafond, c'est Giannis 2017. Donc, j'ai la ligne de stats de Giannis 2017. C'est 23 points, 9 rebonds, 5 passes. Donc, c'est vraiment le plafond. C'est All-Star. Bah ouais, mais c'est un hot take aussi. Oui, ça, ouais. C'est pour moi, c'est le plafond et c'est Bazley qui vraiment s'est épanoui. Mais pour moi, il suit la courbe. Et ça serait quand? Bah du coup, Il ça arriverait là, serait dans 2-3 ans? ça serait dans 2 ans, ouais, 2-3 ans. Ok, c'est Effectivement, acceptable. t'as pas besoin de tanker pendant 2 ans si t'as Bazley dans 23-9-5. Hein. Oui, ça c'est sûr. Constant, toi, t'en avais pas l'année dernière, t'avais pas pu le faire, donc à toi l'honneur à cette. Bah du coup, vu que l'année dernière, j'ai pas pu en faire, je vais en faire 2. Oui, t'as le droit. Bazley va s'affirmer. Bon, je vais pas aller aussi loin que Solal, mais Bazley va s'affirmer comme un joueur à potentiel All-Star cette saison. Et Shea va réaliser plus de 5 triples-doubles l'année prochaine. Ah, tu me piques une de mes trucs. Ah. Et voilà. Bazley potentiel All-Star, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que il montre, il aura peut-être pas l'impact statistique, mais s'il continue à progresser, tu vois, on a les discussions de dire Shea a le niveau All-Star. Je pense que en fin de saison l'année prochaine, tu te dis que Bazley est à 1 ou 2 saisons près d'avoir un niveau All-Star. De mon côté, bah, j'en ai une qui ressemble à toi. Moi, j'ai Shea va faire plus de 7 triple-doubles. Moi, je surenchère un petit peu. Et par contre, il sera au moins en 25-5-5. 26-6-4. Ouais, je suis plus là-dessus, mais bon. Ça joue Il sur Il les prendra un petits peu détails. plus de rebonds. L'année dernière, il était quasi à 6 rebonds. hein, Non, si mais je moi, dis pas de c'était au bêtises. moins ça. C'était vraiment le palier 25-5-5 en fait.
Bah si on joue vite, pourquoi pas. Ensuite, je vais en ajouter une comme ça ressemble à toi. Je vais dire que sur la saison, il y a au moins 4 joueurs d'OKC qui mettront plus de 30 points sur un match. Waouh. Donc t'as Shea, Bazley, Orford. Je mets pas Dort. Frank Jackson. Enfin, c'est possible, hein, sur un match, ils prennent feu. Ah bah oui. Ouais, mais j'ai pas dit le contraire. Hein. Non, j'ai Shea, Bazley pour sûr. Ensuite, en prétendant, j'ai Orford, Jackson, Hill, mais c'est dur. Non, pas 30 points. J'ai beaucoup sur une escroquerie. Ah ouais. Genre le dernier match de la saison, il joue 40 minutes, oui, il est en 32-14. Voilà, exactement. Et voilà. Est-ce que Diallo sur un match, s'il prend 20 000 tirs... À l'aide. Non, je réfléchis à qui est capable, parce que ça, en fait, ma take est dure. J'aurais peut-être dû dire 3 plutôt que 4, mais... Non, on va rester à 4. Non, 4, c'est pas mal. Ok. Bon, je pense que c'était vraiment le passage. Si vous écoutez le podcast là, vous êtes arrivé jusque-là, déjà merci d'avoir écouté les 1h40, mais enregistrez et ressortez-le dans quelques temps, ça peut être assez drôle. Surtout le Bazley va suivre la courbe du gain. Ah, je me suis arrêté en 2017, hein, j'aurais pu ne rien dire. Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai qu'après, quand t'as remis en contexte, ça reste une hot takes, mais c'est un peu plus acceptable que double MVP en titre. Ouais. Et Deepoy en plus de ça. Oui, Deepoy. Messieurs, on va arrêter là, ça fait un bon moment qu'on enregistre. Merci beaucoup d'être venus tous les deux. Merci surtout à toi, Solal, de nous avoir rejoints pour cette petite alliance des comptes FR du Thunder. Donc allez suivre Solal @OKC Thunderfra, qui lui aussi réalise du très bon travail sur OKC. On n'a pas l'exclusivité avec Constant, il faut le dire. On se retrouve très vite, dès la semaine prochaine avec un live, et du coup on aura pu voir enfin le Thunder faire des vrais matchs NBA, pas des matchs de pré-saison avec des line-up obscurs. Ça sera l'occasion d'en parler sûrement avec Constant sur Twitch, donc allez vous abonner sur notre chaîne. Abonnez-vous aussi à notre chaîne YouTube, on est de plus en plus. Abonnez-vous sur toutes les plateformes d'écoute et laissez un commentaire, notamment sur Apple Podcast, 5 étoiles, ça fait toujours plaisir. Et voilà, allez sur notre site web, on va sortir en plus de ce podcast une preview écrite. Et ça va être très complet tout au long de la saison avec nos débriefs de match. Donc si ce n'est pas fait, abonnez-vous au site, mettez-le en favori, allez visiter régulièrement. Et on se laisse là-dessus. À bientôt, salut.